Salut à tous les amis. Avez-vous remarqué qu'alors qu'elle est pratiquée depuis des décennies et qu'elle passionne toujours plus d'adeptes, la terrariophilie n'est toujours pas reconnue à sa juste valeur? Vous en voulez la preuve? Le mot n'existe même pas dans votre dictionnaire. Si, je vous assure, vérifiez. De plus, les gens qui la pratiquent, c'est-à-dire nous autres, les passionnés, sont parfois vus comme des marginaux et à une passion un peu étrange. Et pourtant, qu'y a-t-il de bizarre à préférer les reptiles plutôt que les chats, les chiens ou encore les oiseaux? C'est de ce manque de reconnaissance qui contraste avec la passion véritable de ces pratiquants que m'est venu le concept de vidéo que voici. Présenter et surtout donner la parole aux acteurs de la terrariophilie française. Le tout dans des formats longue durée afin que chacun d'entre eux puisse s'exprimer comme il le souhaite et bénéficier d'une liberté d'expression et d'opinion quasi totale, tant que bien sûr on ne tombe pas dans l'invective. Ainsi, chacun pourra partager ses expériences, son vécu, ses anecdotes ou encore pourquoi pas des conseils. Ici, le but est de tendre le micro au maximum de gens possible, de toutes tendances, de secteurs d'activité différents, aux gens consensuels comme aussi aux plus décriés. Ceux qui apprécient la chaîne et ses contenus seront bien sûr conviés, mais aussi ceux, pourquoi pas, qui pourraient ne pas être en accord avec moi. Tout le monde sera le bienvenu et traité de façon la plus égale possible. D'ailleurs, en ce qui me concerne, j'essaierai d'être le plus neutre et objectif. Et si, au gré des discussions, certains points de vue différents pourront apparaître, mon but restera de laisser libre cours à mes invités, même si je ne suis pas forcément toujours en accord avec leurs propos. Ce sera ça, l'esprit de Radio Terrario. Ces précisions étant faites, n'oubliez pas de liker, de partager ou commenter cette vidéo, mais aussi de vous abonner. C'est comme ça que j'aurai toujours plus d'invités. Dès lors, c'est parti pour un nouvel épisode de Radio Terrario sur mon petit Python. A tout de suite. Les collègues qui étaient avec moi, ils se foutent toujours de ma gueule parce que j'étais là, je tremblais, je l'avais dans les mains, j'étais comme un gamin. Puis il y a toujours des autostoppeurs qui essaient de nous vendre des trucs, de nous emmener chez leurs cousins pour nous vendre des trucs. Mais on les prenait et puis à chaque fois, j'ouvrais mon bouquin sur les reptiles du Maroc et puis je leur montrais les arbres de queue et je leur disais où c'est qu'il y en a. Concrètement, mon boulot, c'est faire de la paperasse. C'est vraiment. Ouais. On voit les dossiers derrière toi. Avec les animaux. Ouais, là, c'est qu'une petite partie. T'imagines même pas ce que je fais. Mais, grosso modo, moi, je m'occupe presque plus des animaux. Et je fais quasiment que ça, quoi. De la paperasse, la gestion des commandes, la compta. Il y a énormément de trucs à faire. Eh bien, du coup, mon invité aujourd'hui est quelqu'un avec qui, soyons honnêtes, j'ai toujours voulu avoir la possibilité d'échanger. C'est un professionnel reconnu du secteur de l'élevage et de la vente de reptiles en France, mais c'est surtout, et avant tout, un vrai passionné. Il a parcouru la planète pour observer les animaux dans leur milieu naturel, a écrit 2 ouvrages pour partager ses connaissances. Et il a aussi rédigé des articles pour des revues et publié, sur son site internet, des fiches très renseignées et précieuse touchant à notre passion pour la terrariophilie. Son dada, ce sont les sauriens, et c'est indéniablement un expert du sujet et qui possède, en la matière, l'un des plus beaux CV de la terrariophilie en France. En effet, dès les années 1990, il reproduit des lézards et il est parfois le premier à avoir eu des réussites dans le domaine à l'échelle française. En 2000, il monte le projet Bébésaurus, qui a débouché en 2014 près de Lyon à l'ouverture de sa propre boutique qui porte elle aussi le nom de Bébésaurus. Bref, aujourd'hui il cumule les casquettes de chef d'entreprise, expert, auteur, rédacteur d'articles, gérant, créateur YouTube même, mais aussi et avant tout de passionné sympathique. Mon invité, vous l'aurez sûrement reconnu, est Olivier Antonini, que je suis extrêmement heureux d'avoir. Salut Olivier, et est-ce que tu as des choses à redire à cette courte présentation ? C'est un peu pompeux, mais en tout cas, c'est très gentil que tu me vois comme ça. Ah bah écoute, c'est vraiment... Je pense que je ne suis pas le seul. Mais du coup, tout est vrai dans ce que j'ai dit? Tout est juste? Oui, j'ai pas parcouru le monde pour voir des lézards. J'ai fait quelques voyages. On va avoir l'occasion d'y revenir, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Alors, si tu veux bien, Olivier, je vais te présenter le concept de l'émission. Vu que c'est encore un peu nouveau, ça permettra aussi de le présenter à ceux qui vont regarder la vidéo. Olivier, j'ai beaucoup de questions à te poser et j'imagine que beaucoup de ceux qui vont nous regarder veulent aussi te voir y répondre. Je précise que tu n'es pas au courant des questions.
Et je te propose d'ores et déjà 3 jokers que tu pourras utiliser à ta guise durant l'émission. Le premier Et joker, je c'est... gagne un prix à la fin? Non. Ah, ça, on pourra en discuter. On pourra en discuter. D'accord. Donc, ton premier joker, c'est le droit de veto. Le droit de veto, Olivier, c'est tu décides de ne pas répondre à la question et c'est indiscutable, je ne peux rien dire. Le deuxième joker, c'est le c'est toi qui prends. Et dans ces cas-là, en fait, l'intervieweur devient interviewé, si tu veux. Et c'est à moi de répondre à la question à ta place. Et enfin, le troisième joker, c'est l'échange. Appel à un ami? Non, non. Pas encore, non. Et, niveau moyen technique, on a déjà eu du mal à se coordonner. Je pense que tu vois, c'est un peu tôt pour nous. Donc l'échange, c'est que tu peux zapper la question, mais uniquement en échange d'une anecdote qui va plaire à ceux qui nous regardent. Est-ce que tu es d'accord avec ce principe-là, Olivier? Putain, c'est le track nord ton truc là. Ouais, bah, si tu veux. Non, c'est trop tard, tu as dit oui. La salope. On va commencer soft du coup, et Olivier, je vais te présenter la première rubrique de l'émission, à savoir, on va scanner un peu ta puce IFAP. Alors, Olivier, première question, on va commencer simple. Je vais te demander ta date et ton lieu de naissance. Je suis né en juin 1977 à Toulon. Parce que Toulon rouge, parce que Toulon noir, parce que Toulon rouge et noir. D'accord. Ton métier aujourd'hui, alors je pense que tout le monde le sait un petit peu, mais on va quand même le rappeler. Bah, mon métier, c'est je gère la boutique Bébé Zorus et aussi l'élevage. Enfin, Très l'élevage, bien. c'est pas vraiment un métier parce que j'en vis pas, mais voilà. Et on va aussi revoir un peu ces deux facettes-là finalement de cette double casquette que tu as. Et ton parcours professionnel pour en arriver là? Bah, depuis que je suis enfant, en fait, je voulais faire ça. En fait. Je voulais faire ce métier. Quand Ouais. j'avais 7 ou 8 ans, je savais déjà ce que je voulais faire dans la vie. Et à l'époque, bah, il n'y avait pas de formation en Bien sûr. animalerie. Donc, j'ai fait des études en aquaculture parce que j'étais aussi passionné d'aquariophilie. J'ai commencé par bah, les poissons. Ensuite, je me suis tourné vers les arachnides. J'avais énormément de migales à l'époque où c'était autorisé. Et aussi les reptiles. Du coup, Et donc, juste, bah, on parle en quelle année quand tu nous dis que c'est ta plus tendre enfance? T'es vraiment tout jeune, t'as quel âge? Quand tu touches déjà un peu à tout comme ça. ouais, ça devait être, je devais avoir peut-être 7 ans quand ça m'a Ah oui, pris. Et puis, vers 11 ou 12 ans, j'avais des aquariums partout. Enfin, c'était, ouais. Et j'attrapais toutes les bestioles que je trouvais. Enfin, voilà. chez toi, ça se passait comment par rapport à ça? Le Mal. regard de ta famille, hein. C'est Très toujours un mal. truc un peu compliqué, tu vois. C'était compliqué. Hein, ouais. Et mes parents me disaient, bah, ça lui passera. Raté, je pense qu'on C'était peut le dire. des visionnaires. Bon, écoute, je pense enfin, voilà, il y a quand même plutôt de quoi être content de voir ce que tu as réussi à en faire malgré tout. Donc, du coup, donc, Oui. oui, effectivement, à cette époque-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de cursus pour tous ces métiers-là. Et Non. c'est Donc, j'ai particulier. fait ce qui se rapprochait le plus, c'était dans l'aquaculture. Donc, l'élevage bah, des truites, des saumons, aussi la production des moules, des huîtres, c'était aussi intéressant. Hein, quelque part, il n'y avait pas de... Ouais. Et puis, donc, quand j'ai eu mon diplôme en poche, bah, je me suis mis en recherche de stage et je voulais absolument travailler en animalerie. Et j'avais commencé à faire des stages à Lyon. Et là, j'étais embauché dans un petit magasin indépendant qui vendait des poissons. Ouais. Et j'y ai travaillé pendant 20 ans. Ouais. Et en parallèle de mon métier, j'avais l'élevage Bébésaurus, où le soir, tous mes jours de congé, enfin tout mon temps libre, je passais à développer ce projet-là. On va revenir, du coup, encore une fois, hein, dans l'émission, évidemment, sur ce projet Bébé Zorus, qui est ton bébé, j'ai envie de dire. Mais on va dire que pour toi, moi, tu sais, j'ai l'impression que tu fais partie de ceux. On dit souvent, tu sais, qu'on devient curé par vocation. Alors bon, toi, ça n'a pas été ton choix. Mais on va dire que toi, finalement, les animaux comme ça, c'est ta vocation. Ta vie, c'est ça, quoi. Ah oui, oui, ça a toujours été ça ma vie, oui. Oui, je me vois pas vivre sans. Enfin, depuis tout petit, ça a été comme ça. Alors justement, on va se pencher un peu sur les animaux, parce que bon, ça fait aussi partie de toi. Quel est l'animal que tu es le plus fier d'avoir maintenu en captivité? Bah, moi, mon espèce favorite, c'est les lézards fouette-queue, c'est les lézards du genre Uromastix. Oui. Enfin voilà, ça c'est, je m'en lasse pas quoi. C'est toutes les espèces confondues. Il y en a pas une que je préfère parmi d'autres. Et est-ce C'est qu'il y en a vraiment une un que... lézard. Et est-ce qu'il y en a une que tu es fier d'avoir reproduit? Tu sais, dans un but vraiment peut-être de conservation par rapport aux autres?
Bah, ça a tout été un challenge. J'ai pas de préférence. C'est comme si tu demandais à une mère lequel de ses enfants elle préfère, quoi. Tu vois, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, tu les aimes tous. c'est Alors, ça. en termes de reproduction, je l'ai dit dans mon introduction, Olivier, tu as parfois été un des pionniers en France. J'ai lu que tu avais été le premier à reproduire certaines espèces. Est-ce que tu peux nous dire lesquelles et ce qui t'a poussé à le faire? Bah, les premiers lézards assez incroyables que j'ai reproduits, justement, c'était les lézards fouette-queue qui, à l'époque, étaient vraiment peu ou voire pas reproduits. Et Ouais, bah, au départ, ça a été sur un coup de chance parce il y a eu une erreur de pendant l'hiver, il y avait un cap chauffant qui était tombé en panne dans un des terrariums et du coup, il y avait une d'accord. baisse température et il s'était reproduit et du coup, j'ai essayé d'analyser le truc, de discuter avec tous les éleveurs et enfin, des éleveurs à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'éleveurs, il y avait très peu de gens qui en faisaient. Enfin, le peu de publications qu'il y avait là-dessus, je dévorais Bah, tout ce qu'il y j'imagine, avait. ouais. Ouais. Et puis j'ai fait plein de tests, j'ai fait plein d'erreurs aussi, notamment dans l'incubation, dans l'alimentation. Enfin, mais de mes erreurs, j'ai essayé d'apprendre au fur et à mesure bah, Et donc, qu'est-ce qui allait ou qu'est-ce qui allait pas. Et puis surtout, j'ai essayé de partager, dès que j'ai eu des résultats, j'ai essayé de les partager tout de suite pour qu'il y ait d'autres gens qui y arrivent aussi, quoi. Parce que voilà. et donc, tu me dis que c'est une erreur de cage chauffant qui fait que tu réussis à reproduire la première fois, quoi. Ouais, Parce que la du coup, à première fois, l'époque, et j'imagine qu'à l'époque, c'est vrai enfin, c'est un contexte qui est complètement différent d'aujourd'hui. Peut-être que le public qui nous regarde est plus jeune, tu vois, et que aujourd'hui, tout paraît évident avec Internet, mais à cette époque-là, c'était pas le cas. Et non, du il n'y a pas coup, d'internet déjà, il y avait et des oui, bouquins. et oui, il y avait des bouquins, mais qui étaient encore lacunaires, on peut le dire, sur tous ces Oui, ah sujets-là. ben oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça veut dire. Et en plus de ça, toi, enfin, tu te penches sur une espèce comme ça qui est hyper particulière. Et j'imagine que vous deviez être peu nombreux en France et C'est ça, même en Europe à vous pencher dessus, quoi. Tu c'est avais ça. des échanges avec des étrangers? Ouais, en fait, la chance que j'ai eue dans l'élevage des uromastyques, c'est que quand j'ai eu les premières reproductions, bah, j'en avais parlé un petit peu autour de moi et j'ai pu rentrer en contact avec Claude Grenot. Claude Grenot, c'était un directeur de recherche au CNRS qui avait travaillé bah, une bonne partie de sa carrière sur les arfouettes-queue en Algérie. D'accord. En fait, il étudiait l'écophysiologie de ce lézard. Ce qui l'intéressait, c'est comment cet animal il pouvait survivre dans des conditions extrêmes. Et Mhm. il avait fait sa thèse là-dessus et il a travaillé longtemps là-dessus sur bah, comment il fait pour vivre sans boire, en mangeant très peu, enfin comment il fait pour s'en sortir. Et donc lui, il en avait en élevage en Algérie en grande quantité où il faisait ses manips dessus. Il voulait savoir notamment leur résistance à la chaleur, au froid. Enfin, il avait fait tout un tas de trucs là-dessus, vraiment très intéressante. Sa thèse m'a été d'un vraiment d'une aide incroyable. Et puis sa rencontre aussi parce qu'il avait un œil extérieur que j'avais pas. Comment Parce tu le que rencontres, moi, du coup, les amis, tu le c'est contactes et grâce tu. à... Non, c'est lui qui m'avait contacté, c'était grâce à l'AFT, à l'époque, à l'Association française de thérapie. Donc, D'accord. c'était encore... Enfin, il y a des scientifiques comme ça qui sont intéressés de discuter avec les éleveurs où c'est pas forcément cloisonné. Il y a beaucoup de scientifiques comme ça. Et lui, en fait, n'était pas arrivé à les reproduire justement pendant toutes ces années, pourtant en milieu naturel. Et il était vraiment épaté et il voulait tout savoir. Et on avait publié plusieurs trucs grâce à lui. Parce il m'avait donné toute la méthodologie, il m'avait aussi appris à écrire et ça a été assez dur parce que bah, il était pas tendre. Hein. Ouais, ouais. Ouais, Et lui, il il avait une voulait que vraie ce soit bien formation. fait, hein. Ouais, Non, ouais, mais tout à surtout, fait. Un c'était un scientifique. chercheur. Donc, Ouais, c'est ouais, ça. voilà, Ouais. c'est ça. Ce qui n'était pas mon cas. On va rappeler voilà, que les chercheurs, évidemment, bah, il y a le fait de compter les écailles, le fait de tout ça. J'imagine que toi, peut-être qu'à l'époque, Oui, c'était et des puis choses un peu nouvelles pour toi. d'avoir une rigueur, de citer ses sources, Bien enfin sûr. voilà, Ouais, ouais. puis Tout d'avoir à fait. une mise en forme spécifique. Si on met pas le nom en italique, oulala, C'est un drame. c'est C'est un un drame. carnage. Ah, c'est un drame, ouais. Alors, moi, Complètement. il y a un truc qui me plaît beaucoup dans ce que tu dis aussi, tu vois, c'est que finalement, et c'est quelque chose, tu sais, moi, je suis un passionné de Tamnophis et j'ai aussi des contacts avec des éleveurs en Europe qui ont aussi un peu de rigueur scientifique, tu vois. Et en gros, ce que je trouve génial, c'est que parfois, comme ça, chez nous, chez les amateurs de reptiles, la captivité apporte des connaissances par rapport à ce qu'on peut observer même en état naturel. Et finalement, toi, c'est un peu ce Oui, que tu me racontes. c'est C'est-à-dire ça. que euh, finalement, l'action. Non, mais parce qu'aujourd'hui, tu sais, dans le monde dans lequel on vit actuellement, on dit que la captivité Oui, a que des oui. mots. Et au final, on se rend compte là qu'on peut apprendre véritablement des choses par rapport à une espèce en captivité, Ben oui, et parce que que des c'est gens le n'arrivent pas à seul voir le moyen, naturel. c'est le seul moyen qu'on a de faire certaines observations. Il y a certaines observations qui sont intéressantes dans la nature, mais qu'on peut faire, enfin, qu'on peut pas faire dans la nature et qu'on peut faire qu'en captivité, notamment Tout sur la à fait. reproduction, l'incubation, tout ça, c'est compliqué en milieu naturel.
Alors, j'ai vu aussi que tu n'avais pas reproduit finalement que des uromastyx, parce que on va pas se mentir, c'est tes petits chouchous comme tu l'as dit, mais j'ai vu aussi que, alors tu vas me dire si c'est vrai, que le Chlamydosaurus pardon, kingi, tu avais peut-être Oui, été un des premiers. Les oui. Sahara Alors Hardwicki, en France, attention, oui en parce que France, ouais. oui, c'était reproduit quand même dans d'autres pays. Je parle en France, effectivement. Ouais, ouais. Le Sahara Hardwicki, Ouais, ça par contre, ouais, j'étais assez alors là, pionnier là-dessus. Mais c'est toujours un Uromastix en fait. Hein. C'est ok, que ça a changé de genre, mais avant c'était Uromastix. Ouais. parce que j'allais te dire un truc, c'est que je ne savais pas ce que c'était, donc je vais te demander un peu plus de... D'accord, donc un uromastix, très En bien. fait, c'est un c'est la forme la plus primitive des Uromastix. D'accord, très Les bien. Uromastix, en fait, ils sont partis de l'Inde et ils ont colonisé toute la bande désertique jusqu'au Maroc. Et Hmm, ils ont évolué différemment en fonction des bien isolements. sûr, bien sûr. Et l'Hydrosaurus weberi aussi. Ouais, Est-ce que c'est vrai? Hydrosaurus Obery, ouais, ça. Ouais, ça c'est Il y a, vrai, ouais. Je les ai il y a- je les ai reproduits une paire d'années. Hein. Je les ai il y gardés a- 25 ans, là. Ils sont morts il y a peu de temps. T'en as d'autres un petit peu comme ça où tu as été pionnier justement dans le genre de la reproduction? Euh, Ouais, je sais pas. Après, c'est pas ça qui m'intéresse de savoir si j'étais le premier, le Oui, bien sûr, bien dernier. sûr, bien sûr. L'essentiel, c'est Oui, qu'il j'ai y ait de la reproduit reproduction, quelques trucs, quoi. quoi. L'Exenagama, enfin, pas mal de trucs, quoi. Après, quand je reproduisais un truc, je m'intéressais pas à savoir si j'avais été le premier ou pas. Je m'y Non, non, intéressais quand je cherchais des infos et que j'en trouvais pas, et c'était c'est pénible, ça, c'est quoi. ça. Et essayer de trouver, j'imagine, des potes, enfin des gens qui, comme toi, en fait, avaient les mêmes projets, ce qui ne devait pas être courant, C'est quoi. ça, Et alors, c'est je te ça. demandais justement, moi, je te disais par rapport au Thamnophis, tu vois, j'ai dû me tourner un peu vers l'étranger, justement, pour avoir une vraie variété, etc. Et aux Pays-Bas, en ce qui me concerne, est-ce que toi, du coup, tu as eu comme ça des contacts avec des éleveurs étrangers, j'imagine aussi, en Europe, Oui, des oui. choses? Oui, bah, surtout en Europe, oui, surtout en Europe, parce que, bah, pour les animaux qui sont annexés, c'est toujours compliqué de les faire venir d'autres pays que l'Europe, quoi. Mais Hmm, puis j'ai essayé d'avoir des animaux sourcés, enfin voilà, pour être carré dans les papiers. Donc oui, surtout en Europe. Oui, après oui, j'ai d'accord. des contacts un peu partout en Europe, comme à peu près tous les éleveurs. Et ça veut dire qu'à l'époque, ça se faisait comment? C'était quoi? C'était pas revu? Comment est-ce que tu arrivais à Ouais, trouver justement bah ces contacts-là et les à contacter? l'époque. À l'époque, bah, t'avais les bourses Oui, bah oui, où tu pouvais rencontrer des gens, et puis t'avais aussi les petites annonces sur les revues spécialisées. C'était le Et, seul moyen et donc, de c'est-à-dire trouver qu'après, ces tu trucs. prenais ta plume, quoi, et t'écrivais au mec, Ouais, et... où tu téléphonais aux gens, et puis voilà, quoi. Où tu leur écrivais, oui. Et D'accord, mais souvent, tu leur c'est bien. téléphonais. C'est bien de rappeler ça un petit Ouais. peu, tu vois, de voir un peu cette époque-là aussi, voilà. Ah oui, ou à Olivier, l'époque, quand tu allais dans les bourses à l'étranger et que tu n'avais pas de GPS aussi, tu mettais. ça devait être une sacrée aventure, ça aussi. Ouais, ça Olivier, aussi, ouais. je l'ai rappelé en introduction, tu es aussi un auteur. Tu as écrit 2 livres, si je ne m'abuse, donc Les fouettes que les arts du genre Euromastix aux éditions Animalia en 2006, et un Ouais. livre aussi sur le gecko léopard. En 2004, c'était Ah, en 2004. 2004, c'est sorti juste en même temps que l'arrêté. Le livre est sorti, puis l'arrêté du 10 août est sorti aussi, qui a interdit la D'accord, vente ouais. des Euromastix en même temps. Les joies Génial. du Un calendrier. visionnaire. Et deuxième bouquin, du coup, le gecko léopard, donc Ouais. Eublepharis macularius, évidemment, aux éditions Animalia. Cette fois-ci, est-ce que la date est bonne? Je dis que c'est 2009. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Enfin, je me Voilà. rappelle plus de la date, mais oui, c'est quelque chose comme ça. Alors dis-moi, tu as commencé peut-être à l'aborder un tout petit peu, mais qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'écriture? Bah, c'était l'envie de partager, en fait, de partager les infos. Et puis aussi parfois de rencontrer des gens, parce que bah, quand tu écris des bouquins, tu contactes bah, beaucoup d'auteurs, et puis ça t'enrichit parce que ça te force quelque part à lire À pas mal de bosser. À bosser, ouais. publications, voilà, à bosser, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé justement, parce que toi, à la base, on va le rappeler, donc tu es un passionné, mais il y a un moment, si tu veux, où tu franchis le cap, là où tu dois passer justement au fait d'écrire, donc avec les codes dont tu parlais tout à l'heure, avec une rigueur, avec un sérieux, les recherches dont tu me parles, comment ça s'est passé pour toi concrètement, cette écriture? Bah, j'ai été mis en contact à l'époque avec Guirec d'Animalia Édition qui m'avait dit bah, vu que tu reproduis ces trucs-là, on pourrait faire un bouquin là-dessus. Et puis, il y avait Claude Grenot qui me disait, ouais, ça serait bien de publier, faut vraiment publier parce qu'il n'y a pas grand-chose de publié sur la reproduction des lézards fouet de queue. Donc, bah, tout le monde m'avait un peu poussé. Donc, du coup, je dis, bah, je vais tenter de le faire. Donc, ça a été laborieux, hein, j'avoue. Mais Et voilà, on y est arrivé petit à petit. comment ça se passait du coup? Ça t'a pris combien de temps, tu vois, j'ai envie de dire. Et, euh, et moi, j'aimerais que tu me racontes un petit peu, enfin,
comment ça se passe justement, voilà, quand on écrit un livre, globalement, c'est quoi? C'est un truc qui est quotidien, toutes les semaines? Est-ce que ça fait Bah, en plus de tes journées? Dis-moi tout. oui, c'était en plus de mes journées. Après le travail à l'élevage, et ben, puis pendant mes congés, ben, je m'occupais de ça, quoi. Hmm. Après, ouais, c'est du boulot. Oui, c'était du boulot. Il y a le temps de l'écriture, puis après, tu as le temps de la relecture qui est très très long aussi. Parce que tu Hmm. fais relire le truc. Il y a pas mal, souvent, enfin, parfois des conflits, donc il faut gérer. Voilà. D'accord. C'était quand même quelque chose d'assez chronophage. Et donc, on a dit les dates de sortie, mais ça t'a pris, enfin, à peu près combien de temps d'écrire ces deux bouquins? Si Bah, tu devais. celui sur les uromastiques, ça a dû se faire en peut-être un an et demi, que ça a été assez rapide. euh, Celui sur les gécoléopards, c'était un peu plus long parce qu'il y a eu le temps à peu près un an et demi pour l'écrire et un an et demi de relecture, quoi, peut-être quelque chose comme ça. D'accord. C'est vrai qu'on se rend Donc pas compte, hein, mais c'est quelque chose ouais, d'absolument énorme. ouais. Et voilà quoi. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres en Et projet ou est-ce que. c'est la Vas-y. différence. C'est pour ça que quand je trouve des infos dans les livres, j'y accorde peut-être un petit peu plus De de crédit. crédibilité ouais, de crédit que sur des posts internet, quoi. Ouais, bien Parce sûr, bien que sûr. quand tu publies un truc, je peux te dire que ça passe à la moulinette et ça repasse dans l'autre sens et ça repasse encore. Et ce qui est bien, Donc, et tu ouais. sais, on dit tout le temps, c'est que les écrits restent, et c'est vrai que voilà, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un vrai travail qui est derrière, qui est fait, et que c'est pas pour rien, quoi, hein. Je veux dire Oui, qu'effectivement, on peut le conseiller à tous ceux qui nous regardent, effectivement, la lecture comme ça d'ouvrages par rapport à Thiel et compagnie, bah, il y a tout ce boulot qui est là, comme tu dis, ce travail effectivement de relecture, de recherche et compagnie, et c'est vrai que ça en rajoute encore plus de crédibilité, quoi. Est-ce que tu as d'autres bouquins en projet? non, 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 là. C'est fini? Ouais, trop chronophage, c'est ça, t'as plus le temps aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Bon, alors je vais maintenant te poser une question que je pose à tous mes invités. C'est je vais te demander de nous raconter une de tes plus belles anecdotes animalières. Alors je précise, c'est pas forcément, ça peut être sur les reptiles, ça peut être sur autre chose, mais en gros, tu sais, on a tous vécu des moments où, juste après les avoir vécus, on se retrouve un peu avec soi-même et on se dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? C'était juste incroyable. Et je viens de vivre quelque chose, que ce soit en ayant observé un comportement, que ce soit en ayant juste vécu une expérience qui nous prend un peu aux tripes, tu vois. Est-ce que toi, t'en as une qui te vient en tête? Ah, question piège. Ouais, oui, j'ai eu plein de bons moments avec les animaux, mais Est-ce qu'il y en a une que tu pourrais nous peut, raconter comme ça? peut-être, ouais, peut-être mon premier voyage au Maroc, quand on s'est arrêté et que j'ai trouvé le premier Uromastix, enfin sous un caillou. C'était là, waouh. Enfin, c'était incroyable de le voir en fait, parce que il y a l'animal qu'on voit en terrarium et puis il y a le même animal qu'on voit dans son milieu naturel. Et on voit à quel point il est adapté à son milieu à tous les niveaux, la morphologie, de la coloration, du comportement. Et, et en fait, d'être là vraiment où il vit. En plus, ce jour-là, il faisait quand même assez froid et donc je me dis, ouais, on est toujours en terrarium, elle est surchauffée, Bien machin. sûr. Enfin, les conditions, elles sont. Et ça, j'avoue que bah, d'ailleurs, mes collègues qui étaient avec moi, ils se foutent toujours de ma gueule parce que j'étais là, je tremblais, je l'avais dans les mains, j'étais comme un gamin. D'accord, ouais. Et donc, du coup, donc, si je comprends bien, t'es sur une route au Maroc, c'est ça? Bah, ouais, bah en fait, la première fois que j'étais parti, donc moi j'étais parti avec des amis, on avait pris un camping-car, et puis notre but c'était enfin on était tous terrariophiles, donc voilà, Ah, bien on sûr. avait à peu près tous le même but commun. Mais bon, moi je voulais voir des lézards fouettes queue. Bien évidemment, ouais. Et puis il y a toujours des autostoppeurs, enfin qui essaient de nous vendre des trucs, nous emmener chez leurs cousins pour nous vendre des trucs. Mais on les prenait, et puis à chaque fois, j'ouvrais mon bouquin sur les reptiles du Maroc, et puis je leur Et montrais les arbres de queue, et je leur disais, où où c'est qu'il y ça, en a, quoi? t'as Ouais, ouais, déjà vu ça? ouais, ouais. D'accord, ouais. Puis il y en a un, il nous dit, bah, à cet endroit-là, après le palmier, tu tournes, tu t'arrêtes et tu cherches. Et D'accord. effectivement, on s'est arrêté là, et oh, la vache, il y en avait, mais... Enfin, il y Et, en avait quelques-uns. et donc, tu les as vus, donc, t'as dû creuser, c'est ça un petit peu, tu m'as dit, non? Ou je sais plus. Non, bah là, comme c'était en fin de journée, et que c'était quand même au début du printemps, il faisait quand même pas très très chaud. Le soir, tu les trouves sous les cailloux. En D'accord, fait, il faut ok. soulever un peu des cailloux pour les trouver, surtout les petits. Ah, Après, si tu vas un peu plus tard en mai, dans les autres voyages que j'ai fait, tu les vois vraiment en activité quand il fait chaud, entre, on va dire entre 11h et 16h, tu les vois dehors, quoi.
D'accord, ok, Priscan, très bien. quoi. Ouais. Et c'est vrai que de pouvoir observer comme ça en nature, moi je te vois que c'est un de mes rêves, j'ai pas encore pu le réaliser, mais de pouvoir observer comme ça en nature les animaux finalement que tu élèves, que tu chéris, etc. depuis des années, ça doit être Ouais. quelque chose d'absolument incroyable, quoi. Ouais, ouais, puis j'ai fait, enfin, après, sur les voyages d'après, ouais, j'ai fait des observations enfin, qui n'ont pas été publiées nulle part, des choses que je savais pas. Et ça, c'est génial. D'accord, Parce que j'ai un ami à moi qui habitait, enfin, qui travaillait pour les Émirats Arabes Unis dans un élevage d'outardes. Et, et autour de sa maison, il y en avait plein, des lézards feux de queue, et il avait mis des caméras trappes et il pouvait voir, en fait, ce qui se passait. Et c'est là qu'on d'accord, s'est aperçu qu'en fait, les mâles étaient visibles. Ils avaient toujours le même terrier. C'était les femelles qui venaient rendre visite aux mâles les plus jolis, sûrement. On d'accord, les ok. voyait rentrer, sortir du terrier. Des fois, on voyait des petits dedans. Enfin, ouais, c'était génial. Ouais, donc des observations comme ça, vraiment Ouais, cool, quoi. On ne sait, alors là on va complètement enfin, changer un petit peu entre guillemets, puisque on te sait très très pote avec Stéphane Rossel, oui, notamment. Comment est-ce oui, que vous oui. vous êtes rencontrés? Oula, c'était il y a très très longtemps ça. Bah, on s'est rencontrés quand on faisait les salons à l'époque. On se rencontrait, on était toujours là, on était une bande d'amis. Enfin, on s'était rencontrés sur un salon, puis c'est vrai qu'on a bien sympathisé. Et puis après, j'ai eu l'occasion de bosser avec lui quand j'ai travaillé pour Reptiling. Et puis après, on est parti ensemble de Reptiling, lui et moi. Et puis nos liens enfin, ont toujours été très très forts, quoi. Donc voilà. J'étais le témoin à son mariage, ça m'a. D'accord. Voilà. Alors écoute, C'est un très très bon ami, mon meilleur ami. c'est le moment, ça tombe bien, tu vois, où on va pouvoir en profiter un petit peu. Puisque cette année, Olivier, je crois que tu as fêté tes 45 ans. Ouais, c'est ça. Et il se trouve que du coup, Stéphane et Anne-Laure t'ont réservé une petite surprise, j'imagine que tu t'en rappelles, Ils ont fait avec quoi, une vidéo, ils se foutent de ma gueule? un petit montage vidéo qui reprenait quelques photos. Ouais, Ça te rappelle ouais, les c'est possible, souvenirs? Hello, salut tout le monde! Salut tout le monde, plus particulièrement salut Olivier. Ouais, vidéo un peu spéciale. Et oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre ami Olivier Antonini. Et oui, 45 ans, ça se fête! Hein, vieux machin? On a voulu faire une vidéo, un petit compil un peu spécial. J'espère que ça va te plaire. Ah non, nous on sait que ça va pas te plaire, mais Mais nous, nous ça en nous tout plaît. cas ça nous plaît. Tu te doutes bien qu'on a pris énormément de plaisir et puis on voulait faire partager ça à tout le monde. Voilà. donc N'hésitez pas à laisser plein de messages sur Bébésaurus, spammer sa boîte. Bon anniversaire Olivier Antonini, bon anniversaire Bébésaurus, on t'aime. Et on te dit à bientôt. À bientôt, bisous. Ciao. Mouah, mouah, mouah. Et j'ai pas Ouais. pu m'empêcher de faire une nouvelle capture d'écran pour te demander des explications. Donc, pour des raisons techniques, du coup, on regarde là, tous un petit peu tous les deux, tu as dû te mettre sur l'ordinateur, bref. Alors, dis-moi, quand je vois la première photo, je te vois tout en turbané là, est-ce que tu as des mots à nous dire par rapport à cette situation? Ça, c'était notre premier voyage au Maroc, où, D'accord. comme j'expliquais, on prenait souvent des gars en stop. Puis du coup, ils nous emmenaient voir leurs cousins, ils essayaient de nous vendre D'accord. des tuniques à chaque fois. Donc voilà. Est-ce que tu es revenu du coup en France avec cette belle tunique, non? Non. On ne croisera pas des Bébésaurus avec ça, c'est ça?
pas celle-là. Bon. Et du coup, donc, ça veut dire que oui, donc j'imagine que Stéphane faisait partie donc, de ce voyage dont tu me parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, ça tombe bien parce que les autres photos aussi. Alors, je te propose de passer à la deuxième, où là, on te découvre avec une coiffure qui Ouais, est pour le moins surprenante. C'est Stéphane qui découvre, je sais plus quoi là, c'est Snapchat ou je sais pas quoi là, sur son téléphone et qui s'amuse à faire l'imbécile. Ouais. D'accord, point. Il n'y a rien à dire de plus. Ouais, c'est il y a ça. rien à dire de plus. C'est ça. La troisième, on est toujours sur les tenues vestimentaires. Est-ce que tu as un truc à me dire par rapport à ça? Parce que moi, je trouve cette. Je sais pas ce que c'est, si c'est une espèce de combi, une djellaba, comment ça se passe? Ah, Orange. ça c'était au Togo, on était allé, il avait voulu qu'on aille faire la fête en boîte de nuit, donc on s'était dit on va s'habiller local. D'accord, ok. Mais Donc, lui, c'est-à-dire au Togo, c'est la il, mode. il était, ouais, mais c'était comme ça qu'il s'habille. Mais lui, il était habillé pareil. D'accord, ok, oui. Alors, oui, parce qu'on va préciser que, évidemment, il n'a pas montré ses photos à lui, c'est bien ça. C'est ça, bien évidemment. Ouais. D'accord, ok. D'accord. Et donc, Togo, qu'est-ce que. Enfin, c'était un voyage animalier aussi que tu fais là-bas? Oui, oui, j'étais parti avec Stéphane, on était allé voir son fournisseur de Python Royal. Puis on D'accord. avait suivi, on avait regardé comment ça se passait vraiment sur place, Ouais, ouais. le farming, et puis les chasseurs, comment ils font pour aller trouver les femelles, enfin voilà. On les avait D'accord. suivis sur, Ok. sur pas mal de trucs. D'accord. C'était Très, très bien. c'était pas mal. Ouais, j'imagine, ouais, j'imagine. Alors, la quatrième, vous êtes justement sur une espèce de. Alors, je suis, en fait, je vais la prendre parce que tu es sur une espèce d'énorme talus, là. Je sais pas si Termitière. c'est une Ouais, termitière. Ouais, c'est une termitière? c'est une termitière. Ouais, bah là, on était parti dans un coin où justement il y avait des varans des savanes. Donc, on avait suivi les D'accord. gars qui attrapent les femelles adultes, qui les font pondre. Ils incubent les œufs dans les villages et puis après ils exportent les bébés parce qu'ils n'ont pas le droit d'exporter les gros. Ouais, tout à fait, ouais. Et Donc du du coup, donc. coup, du coup, ils protègent localement les pitons et les varans parce que pour eux, c'est une source de revenus. Enfin, Ouais, au Togo, c'est un pays qui est très pauvre. Le salaire moyen, il est à 30 euros par mois. ouais. Donc, leur dire il faut pas détruire la nature, ça a aucun sens. En fait, il faut juste leur donner un Une débouché raison. économique. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, pour le coup, ces savanes-là, elles sont vraiment protégées parce que pour eux, il y a une source de revenus derrière. C'est-à-dire qu'ils peuvent récolter les femelles pitons, revendre les œufs à notre exportatrice. Et idem pour les varans des savanes. On a été dans le village et justement, au milieu du village, il y avait un incubateur qu'ils avaient bricolé où ils éclorent. Enfin, on l'a vu de nos yeux, quoi. Ils font vraiment éclore les petits là. Ouais, d'accord. J'imagine que ça aussi, c'est quand même un truc, parce que toi, du coup, enfin, Ouais. comment dire, c'est un Non, truc assez extraordinaire finalement à vivre, hein. en suivant les gars sur place, c'est là, de toute façon, on voit toujours le plus de bestioles parce qu'ils connaissent vraiment le milieu. Si on y va nous tout seul, on voit rien. Franchement, c'est Ouais. impossible. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, eux, c'est vraiment, voilà, il faut vraiment avoir le côté local et voilà, quoi. Ouais, puis Mais je trouvais ça ils intéressant. reconnaissent, ils ont une connaissance des animaux qui est incroyable. Ils reconnaissent les traces, ils savent déjà d'avance ce qu'il va y avoir dans les trous. Enfin, ils sont juste incroyables. Que ce soit au Maroc ou au Togo, c'est Ils sont balèzes, pareil, quoi. quoi. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, du coup, donc la photo d'ensuite, à la recherche d'Uromastix, on te Ouais, voit avec alors une ça, pelle. non, Je me c'était pas suis des dit, alors uromatiques. voilà, tu vas me dire ce que je me suis dit. Je trouve ça un petit peu, on va dire, amateur pour la recherche d'Uromastix. Alors dis-moi Non, tout. c'est quoi? C'est qu'on avait loué un camping-car, donc on était à 6 ou 7. C'était un camping-car où il y avait 3 places. Oui, d'accord, ok. Donc, déjà, voilà. Ça donne l'idée du truc. Et on s'était chacun réparti les tâches. Donc il y en a un qui faisait la bouffe, l'autre qui faisait la vaisselle, l'autre qui conduisait. Et puis moi, j'avais la tâche de vider le Oui, bac à d'accord. caca. Donc voilà, bon, l'Uromastix, bon voilà, on espère pour l'ivresse qu'il ne se trouvait pas là, quoi, hein. Non, on a donné à manger au palmier. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Bon, ce qui est très noble en soi, hein, ce qui est très noble en soi. Alors, la suivante, Olivier qui vomit ses tripes. Bon, là, je me suis dit, c'est quoi, c'est Ouais. la tourista? Non, c'était au Togo, j'ai chopé la salmonelle. J'ai fait D'accord. une connerie, j'ai bouffé un œuf. Enfin, j'ai bouffé une omelette et du coup, Et terminé, j'ai quoi. chopé. Terminé, j'ai fini à l'hosto, ouais. Ouais, Ouais, et j'ai donc, du failli coup, passer là. Ouais, j'imagine que les photos qui viennent après sont c'est ça, la suite, un petit peu. c'est ça. Et puis, L'hôpital au Togo, ça se passe comment? ça va, moi j'étais dans un bon hôpital, alors je voudrais pas essayer les autres. Hein. Ouais, parce que moi, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Je me suis dit, imagine un petit peu, c'est vrai que tu te retrouves à l'hôpital, forcément. C'était Lomé, c'était où au Togo, non? Ouais, c'était à Lomé, ouais. À D'accord, la Lomé. capitale, hein. Ouais, ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que. Enfin, Là, j'imagine c'était que. C'était une clinique privée, donc ils m'ont Ah, quand même ok. bien pris en charge, mais de toute façon, j'étais tellement naze que
Ouais. Ouais. Parce que j'imagine que quand on se met à choper un truc comme ça au Togo, on doit se dire, mais est-ce que je vais rentrer, quoi, tout simplement, quoi. Bah, au bout d'un moment, non, moi je me disais toujours, je suis un éternel optimiste. Du départ, je me disais non, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ouais, ça D'accord. va Et t'as aller. mis combien de temps, du coup, au final, à t'en remettre, hein? Bah, en fait, le matin, ça allait pas trop. On est parti dans les montagnes pour aller chercher des mambas. Donc, Ouais. du coup, on part avec Stéphane et puis David. Et, euh, et puis, le gars, il nous dit, on va se mouiller un peu les pieds. Bon. Et puis, moi, j'étais pas bien et tout. Et puis, je me rappelais du médecin qui disait, ah, surtout, vous mettez pas les pieds dans l'eau parce qu'il y a des parasites qui peuvent vous rentrer dans le foie et tout. Puis, tu parles les pieds dans l'eau, au bout d'un quart Oui, d'heure, on avait c'est au torse, quoi. l'eau jusqu'au torse. Et puis, les gars, ils attrapaient des mambas avec des bambous. Enfin, c'était un truc de fou. Et puis là, dans la rivière, il m'a pris un malaise, un truc de fou. D'accord, ok, ouais. Du coup, ouais, voilà. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est Non, non, sorti par mais tous les trous. bon, C'était ça la marche. chasse au mamba, comme on dit. Oui, très très bien, très très bien. Et alors écoute, j'en ai encore une à te proposer. Et cette photo-là, je la mets parce que vous avez aussi une vraie passion, j'ai l'impression, avec Stéphane en commun pour la bière. Non, j'ai pas de passion pour la bière. J'aime bien boire de la bière. C'est Ah, Stéphane, bon amateur quand même. l'alcoolique. C'est Parce que Stéphane, l'alcoolique. Moi, je suis c'est là sobre. justement que j'allais proposer quelque chose parce que tu vois, je vois que enfin, tu le chambres des fois justement par rapport à ça, avec la Saint-Stéphanus notamment, voilà, bonne bière. Globalement, si jamais tu as envie de lui, parce que tu vois là, je t'ai montré les photos qu'il a balancées sur toi, etc. Tu étais obligé de donner des anecdotes. Ouais, Est-ce mais que moi, tu veux tu me sais, raconter un petit truc? moi, je suis quelqu'un de gentil. Moi, je profite pas de ces moments de faiblesse pour prendre des photos, tout ça. Ça, c'est Stéphane qui fait ça, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de Bon, gentil, je suis pas comme ça. et Je ben suis ça marche. désolé. Tu balanceras rien alors. Bon, Il faudra que je le fasse. C'est pas que je veux pas balancer, je le ferai avec plaisir, mais le problème, c'est que je suis trop gentil. bon, ça marche. Alors tant pis. Écoute, on s'en passera, c'est pas bien grave. Bon, je te Ouais. remercie en tout cas de nous avoir donné toutes ces anecdotes et puis d'avoir pu eh bien commenter toutes ces photos. On va pouvoir passer à la deuxième rubrique qui s'appelle Dans ton premier Terra, il y avait quoi? Alors, Olivier, dis-moi, donc tu m'as dit déjà un petit peu depuis quand est-ce que remontait ton intérêt pour les reptiles. Tu m'as dit que c'était depuis tout petit. Est-ce que tu te souviens quand et avec quel animal est-ce que tu as franchi le pas? Ouais, j'avais en reptile en tout cas, j'avais des Ouais, poissons avant et tout ça. En reptile, je devais avoir peut-être 14 ans. J'avais acheté ça dans une animalerie, c'était un Ophéodris. d'accord, ok. Mais bon, je l'avais Et mis dans un aquarium, il s'est échappé au bout de 3 jours. Donc. ça a été court, on va dire, court mais intense, c'est C'était ça? court comme expérience. Et donc, tu m'as dit que tu l'avais acheté dans une animalerie, d'accord. Et comment est-ce que tu t'étais renseigné avant de l'acquérir? À l'époque, il y avait rien. J'avais demandé au gars qui était un vrai passionné pour le coup, qui avait ouvert son truc. Il Donc, m'avait un peu expliqué, ouais, voilà. donc dans la boutique directement, quoi, voilà, comme Ouais, c'est ça. ça, c'est ça. Et donc, la question qui arrivait derrière, c'est est-ce que tu avais des infos dessus? Du coup, non, excepté la personne qui te l'a vendu. Non, ouais, à l'époque, non, il y avait rien. Quand j'avais 14 ans, il y avait pas grand-chose dessus. Ouais. Est-ce que tu as fait des erreurs avec? J'imagine que oui. Et déjà, le Ah laisser bah là, oui. s'échapper. Et est-ce que tu as eu le temps en 3 jours de faire d'autres erreurs? Non, non, ça a été assez court comme Bon, ouais, expérience. voilà. Alors justement, on va parler du coup de ce qui se passe derrière, parce que bon, celle-ci, elle est, comme tu le dis, assez courte. Par la suite, quelles ont été, entre guillemets, les grandes étapes pour toi? Parce que bon, tu as eu beaucoup, beaucoup d'animaux. Quelles sont les étapes, encore une fois, marquantes un petit peu pour toi, et dans quel ordre tu devrais les dire? Si tu devais faire un petit peu, tu vois, comme ça, finalement, ta mise en route dans la terrario. Bah, en fait, j'ai toujours eu, j'étais quand même passionné d'aquariophilie, donc j'avais toujours mes aquariums. J'avais commencé après l'épisode de l'Ophéodris, j'ai pris des serpents des blés qu'on trouvait assez facilement à l'époque. Et après, je me suis vraiment passionné pour les mygales, donc je faisais partie du GEA, du groupe d'études des arachnides. Bon, à l'époque, c'était libre, hein, on pouvait en avoir, il n'y avait pas de réglementation Ouais. spécifique. Et du coup, j'en ai eu jusqu'à 300. Ah oui, J'en d'accord, avais, ok. ouais, j'en avais vraiment beaucoup. J'en avais Effectivement, partout. ouais. Ça, les scorpions, enfin, ouais. Et, euh, et puis après, bah, je me suis vraiment retourné vers l'aquariophilie. Enfin, j'avais vraiment l'aquarium et les aquariums et les mygales. Et quand est passée la loi sur les animaux dangereux, en 99, du coup, j'ai arrêté tout- toutes les mygales et puis j'ai commencé à essayer d'élever des lézards, quoi. Donc, Alors, du coup, à l'époque, raconte-nous un petit peu comment ça se passe justement d'un point de vue législation.
Parce qu'évidemment, c'était complètement différent de ce qu'on imagine aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, il y a tout ce qui est CDC, etc. Comment ça se passe à l'époque? Bah, à l'époque, il y avait aussi ça, mais c'était pas appliqué. Voilà, il y avait pas. On trouvait vraiment tout dans les animaleries. C'était vrai que c'était du grand n'importe quoi. C'est vrai. J'avoue que voilà, il fallait réglementer ça. Après, l'arrêté du 8 août 2004, sur ça, il était quand même assez pertinent. Après, il y a quelques espèces qui auraient dû pas être sur cet arrêté et d'autres qui auraient dû y être. Mais voilà, l'idée était quand même pertinente de réglementer un peu le truc et de mettre à la vente au public que des animaux qui soient pas dangereux, pas invasifs et faciles à élever, quoi. Voilà. Et du coup, ça veut L'idée, dire que c'était ça. Et donc, ça veut dire que pour toi, à partir de ce moment-là, en fait, les choses changent. Donc, comment est-ce que tu t'es dit, justement, parce que tu m'as dit que tu avais arrêté du coup les migales à ce moment-là, plus ou moins, puisque tu as beaucoup Ouais. d'espèces qui sont... Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu les as recasées, j'imagine? Oui, oui, c'était facile, hein. Il y avait plein d'éleveurs Et, capacitaires et tout ça, donc ouais. Et toi, du coup, à je ce les moment-là, avais donnés. tu as évolué toi aussi, du coup? Tu t'es dit, justement, ma pratique va évoluer, tu as décidé de passer des diplômes, des choses Bah comme ça? après, bah, j'avais mon brevet de technicien en aquaculture et après, bah voilà, je travaillais dans mon magasin d'aquarium. Puis j'avais chez moi pas mal d'animaux, bah, j'en avais vraiment beaucoup. Puis à un moment, ça prenait des proportions. Enfin voilà, c'était juste pas raisonnable. Donc là, j'ai dit donc mec là, donc soit t'arrêtes, soit tu passes à la vitesse au-dessus. Donc j'ai eu l'occasion à cette époque-là, fin 99, début 2000, de trouver un local près de Lyon. Et du coup, Et c'est parti comme ça. voilà, j'ai loué ce local, j'ai posé mon dossier de certificat de capacité, d'autorisation d'ouverture d'établissement, et puis voilà, quoi. D'accord, très très bien. Encore une fois, on va parler de tout ça un petit peu Et plus je suis tard. parti avec rien, en fait. À l'époque, j'avais vraiment pas un rond, donc au début, c'était que de la récupération, bah, des aquariums cassés que je récupérais, que je retapais, enfin, tout ce que je pouvais récupérer. Je suis parti avec rien, et puis petit à petit, au fur et à mesure que j'arrivais à... Parce que au départ, avec l'élevage bébés russes, enfin, ça se finançait que avec les reproductions. Donc, Ouais, au il n'y avait fur pas et à non plus de mesure, rentrée. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis c'était tellement aléatoire. Enfin, l'élevage, c'est bien vraiment. sûr. Enfin, je me suis confronté plein de fois à la réalité entre ce qu'on dit, je vais reproduire ça, les business plans qu'on se fait, puis la réalité en fait, c'est que ça, bah, ça va pas se reproduire cette année. Ça, t'as merdé. Ça, t'as déconné sur l'incubation. Ça, bah, le truc, bah, je sais pas, Ouais, il c'est veut pas ça, se hein. reproduire. C'est ça, hein. Tout simplement, ouais. C'est D'accord, ok. ça. Effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose d'aléatoire de travailler avec les animaux et bah forcément, tu es tributaire de toutes ces choses-là, quoi. Ensuite, j'aimerais aussi qu'on évoque un peu les voyages. Alors, tu m'as dit que tu n'avais pas beaucoup voyagé. Bon, tu en as fait quand même quelques-uns, on l'a bien compris, par rapport justement à ta passion pour les reptiles. Alors, est-ce que tu peux nous dire rapidement, du coup, donc, là où tu as voyagé, parce qu'encore une fois, les uromastyques, ta passion, comme tu l'as dit, c'est un lézard qui, euh, comment dire, peut se trouver dans des zones géographiques absolument considérables. Est-ce que tu peux, du coup, nous raconter où est-ce que tu es allé pour vraiment les Bah, reptiles? en fait, ouais, la base pour moi, c'était les uromastyx. Et le problème, c'est qu'ils vivent du Maroc jusqu'en Inde, en passant par l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Afghanistan, Voilà, l'Irak. Enfin, voilà. voilà. Alors, Donc, que des zones sympathiques, des fois, hein. c'est des pays qui sont un peu compliqués. À l'époque, avec Berthe, on avait on prévoyait un voyage en Iran pour aller voir des loricata, mais bon, ça s'est pas fait. C'est peut-être pas plus mal. Ouais. On serait peut-être pas en train de discuter aujourd'hui. C'est ça. Alors justement, moi j'avais une question parce que, bon, alors je crois que la réponse est non, mais j'avais demandé si tu étais allé en Afghanistan pour les voir. Non, parce Non, que mais sinon, après, voilà, j'allais dire, je je suis pas pense que quand, kamikaze non plus. voilà, j'allais Ah. dire que quand tu annonces ça, j'imagine, ce genre de projet à table, tu sais, à ta famille, je pense que ça passe pas très bien. Non, Mais, non, mais je l'avais pas annoncé. C'était en Iran à l'époque et c'était à un moment où c'était plus stable que maintenant, quoi. hmm. Et alors du coup, donc, donc les grands voyages, donc tu nous as dit, donc tu as fait donc le Maroc, tu as fait, Bah, surtout le Maroc, j'ai fait plein d'endroits du Maroc pour justement voir les différentes populations du Romassik. Ça, c'était assez intéressant. Et les Algérie, non, différents un peu endroits aussi, où non? Non, l'Algérie, j'ai pas. Bah, c'est pareil, Jamais, l'Algérie, il d'accord, faut un ouais, compliqué, ouais. visa, ouais, voilà. D'accord. Et donc Maroc, donc tu as eu l'occasion donc, d'y aller. J'aurais pu le faire à l'époque avec Claude Grenot parce qu'il y était retourné, mais à C'est pour l'époque, ça que je t'en parlais, parce que je me souvenais que tu m'avais dit qu'il était ouais, là-bas. non. Mais, le seul truc, c'est qu'à l'époque, bah, j'avais tous les animaux à s'occuper et que c'est incompatible en fait quand t'as beaucoup d'animaux qui demandent des soins de toi de pouvoir t'absenter. Ouais, Hmm. j'étais un peu frustré, mais j'étais un peu comme un agriculteur en fait Mais qui bien sûr. est toujours auprès de ses bêtes et voilà, il n'y a pas trop le choix. Ouais, d'accord, je comprends C'est bien. aussi le revers de la médaille de l'élevage.
Tout à fait. Alors, et est-ce que du coup, donc tout à l'heure, tu nous as raconté donc l'anecdote de la trouvaille de ton premier Euromastix finalement au Maroc. Est-ce qu'il y a une autre anecdote de voyage qui t'a marqué? Bah, après, ouais, j'ai pu les voir s'accoupler aussi en milieu naturel devant moi à C'était plusieurs où ça du reprises coup? au Maroc. Et du coup, donc, Et on est-ce que a tu... filmé le truc et tout. Enfin, c'était assez incroyable. J'imagine qu'en plus, il ne doit pas y avoir beaucoup de documents sur la reproduction des Euromastix au milieu naturel. Ouais, Forcément. alors ici, j'ai déjà eu des histoires comme ça bah, notamment dans le livre, je l'avais écrit, j'ai bouffé son nom, je suis désolé pour lui. Il m'avait filé des photos du Romastix Géry qu'il avait pris dans le sud de l'Algérie. Et en fait, les deux étaient dans un seau et il me racontait qu'en fait, les Touaregs les avaient attrapés pendant qu'ils s'accouplaient. Ils les avaient surpris D'accord. en train de s'accoupler, ils les avaient mis dans un seau pour les bouffer après. Oui, forcément. On en revient, bah oui, on en revient du coup au concret du local en fait, hein, et Ouais, c'est ça, de ce c'est qui se ça. passe sur place, quoi, évidemment. Hein, c'est Ah que bah bah, ils ouais, sont consommés aussi. Hein. un des deuxièmes voyages qu'on a fait au Maroc, on en cherchait partout. Et putain, on n'en trouvait pas. Et mes collègues, le premier qu'ils trouvent, c'était deux gamins qui étaient en train d'en faire griller un sur une pierre. Et toi, t'es passionné, t'es venu là pour ça, tu vois. Et là, tu les vois, c'est barbecue, quoi. Bon, ouais. Tu veux, bon, d'accord. Ouais, ouais. Mais bon, après, voilà, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, Ah, c'est mais comme non, ça. bien sûr que non. Bah, c'est comme ça que ça se passe, évidemment, on C'est comprend ça. bien. Hein. On comprend bien. Bon, écoute, je te propose du coup de passer à l'autre rubrique donc, qui suit, justement sur ton dada, les sauriens. Ouais. Et Olivier, j'ai des questions. Alors moi, encore une fois, je suis pas un grand spécialiste de la chose, hein, mais je profite du fait de t'avoir toi pour justement avoir quelques questions à te poser. Et je tiens à dire une chose, c'est que quand on s'est contactés tous les deux et que je t'ai expliqué un peu le projet de l'émission, tu m'as dit, je suis OK pour que tu m'interroges, Clément, mais à une condition, c'est qu'on parle des animaux. Et tu vois, ça tombe bien parce que c'est le moment et ça m'a beaucoup plu comme réponse. Tu es un spécialiste, déjà on peut le dire, des agamidés. Là, quand on avait vu, d'accord, les espèces que tu as reproduites, etc., il y en a beaucoup qui en font partie. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette famille de sauriens et leurs caractéristiques? C'est quoi un Oula. agamidé? Bon, et on va pas non plus faire pendant 5 heures, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ceux qui nous regardent sur globalement cette famille de sauriens? C'est une famille qui habite dans ce qu'on appelle l'ancien monde, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie et aussi l'Australie, qui est vraiment, enfin, qui est différente à ce niveau-là des iguanidés qui, eux, vivent dans le Nouveau Monde. Ils ont beaucoup de similitudes, notamment en termes d'adaptation au même milieu où ils vont d'évolution convergente en fait où ils vont avoir par exemple je sais pas l'Hydrosaurus et l'iguane vert qui vivent dans des biotopes qui peuvent se ressembler vont avoir une morphologie assez similaire alors ils appartiennent à des familles vraiment différentes. Ok, est-ce qu'il y a... Moi, il y a un truc qui me fascine, tu vois, chez les reptiles, et notamment, du coup, pour le coup, c'est quelque chose qui est très intéressant à observer chez les sauriens, c'est la communication entre eux et même avec nous. Et les lézards, justement, sont réputés très communicatifs. Tu as les hochements de tête, tu as les mouvements des pattes, etc. Et moi, je t'avouerais que voilà, c'est quelque chose qui me fascine de parler de communication. Est-ce que tu as des choses d'autres éventuellement observations que tu aurais pu faire justement sur leur façon de communiquer, etc. comme ça? Ouais, notamment chez les Uromastyx, ils ont quelque chose qui est unique, enfin en tout cas que j'ai vu que chez eux. Après ça existe peut-être chez d'autres, mais en tout cas j'ai jamais vu. C'est en période de reproduction, et ça je l'ai aussi observé dans la nature. En période de reproduction, donc les mâles ils hochent de la tête, vraiment ils font des grandes pompes pour attirer les femelles, pour les draguer. Et quand une femelle n'est pas réceptive à l'accouplement, elle se met sur le dos, ventre en l'air. J'ai fait des photos dans le livre, je montre ça. Et putain, la première fois comme si elle était morte, en fait, vraiment. Hein. D'accord. Elle se retourne. La première fois que j'ai vu ça en terrain, je suis merde, elle est morte. Et en fait, pas non, du tout. elle était réceptive. C'est quand elles sont pas réceptives, Ah, justement. pas réceptive, pardon, pas réceptive, Voilà. excuse-moi. Donc, elles se mettent dans une position qui évite tout accouplement, en fait. Et ça, je l'ai vu que chez les arfouets-de-queue et chez quasiment la totalité des espèces, quoi. Parce que j'imagine que du coup, c'est un peu comme justement chez les iguanes, des choses comme ça, peut-être comme la reproduction, le mâle doit saisir à la nuque plus ou moins la femelle, c'est ça? C'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, après, ça se passe et donc pareil, effectivement, le fait de se basculer, de se mettre sur le ventre, en fait, empêche toute...
C'est ça. C'est marrant parce que, et tu Alors, vois, le mâle tourne dessus sur le ventre de la femelle, il cherche il la marque, des fois il urine un peu dessus aussi. Enfin, toute la romance des lézards, évidemment. ouais, c'est ça. Mais d'accord, parce que moi, tu vois, c'est marrant parce que ce comportement finalement de. Enfin, là, c'est pas feindre la mort, tu vois, mais c'est vrai que je pensais que ça existait que chez certaines couleurs au final, tu vois. Et au final, non, du coup, tu as ce truc-là de se retourner. Enfin, là, c'est pas feindre la mort, c'est pas pareil, mais c'est en tout C'est cas, ça. c'est l'impression que ça peut donner, quoi. C'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Est-ce que tu as d'autres petites anecdotes de communication comme ça ou à nous dire? Je sais pas, il faut que je réfléchisse, mais Parce c'est à qu'après, je sais que froid. tu as aussi le positionnement dans le terrarium, tu sais, la hauteur, la façon dont ils ont de peut-être de gérer un peu tout ça, par Oui, rapport à enfin, ça, c'est l'imminence. comme ça. Ouais, après, dans la nature, les arfouets de queue, ils sont quand même, à part en période de reproduction, mâles et femelles peuvent se trouver ensemble dans les mêmes terriers. Le reste du temps, c'est des animaux qui sont assez territoriaux. Et, et en fait, ouais, ils chassent vraiment tous les intrus D'accord. qui approchent dans leur territoire. Parce qu'après, c'est une histoire aussi de disponibilité de la nourriture, comme ils vivent dans des endroits où les conditions sont rudes. S'ils se concentrent tous trop au même endroit, bah forcément, D'accord. les Et donc, ressources alimentaires, et ça veut sont dire que trop divisées. tu peux observer des conflits, des choses comme ça, j'imagine, Oui, assez oui, oui, ils se facilement. battent, Ouais. ouais. Ah oui, ils se battent, ouais. Ouais. Hmm. Ah oui, vraiment. Alors, on a parlé un peu des uromastyx. Ton autre spécialité, justement, c'est aussi les gécoléopards. Alors, j'ai envie de dire que d'ailleurs, c'est pas anodin parce que il y a quand même quelque chose de super spécifique et rare dans la terrario. Et l'autre, qui est un best-seller aujourd'hui, on peut le dire, de la thériophilie, le gécoléopard. Euh, du coup, il y a beaucoup de gens, sans doute, qui nous regardent, qui possèdent peut-être ou ont envie de posséder un gécoléopard. Est-ce que tu pourrais donner des petits conseils pareil d'observation ou des petits conseils comme ça par rapport au gécolopard de base pour ceux qui pourraient s'intéresser? Peut-être des choses que, si tu veux, tu aurais pu faire toi comme observation qui sont pas non plus, j'ai envie de dire, forcément les classiques de chez classique. Tu vois, on va pas parler point chaud, point froid, des choses comme ça, mais est-ce que tu aurais des choses spécifiques vraiment au gécoléopard ou pas à donner comme conseil? Euh, En termes de comportement, un truc qui était assez drôle chez les coléopards et que j'ai pas vu chez beaucoup d'autres lézards, c'est qu'ils font par exemple leurs excréments toujours au même endroit. Ça, c'est quelque chose d'un terrarium. C'est assez drôle. Quand il y en a un qui commence à déféquer dans un coin, tous les autres D'accord. vont faire ça au même endroit. Oui. Enfin, ça doit être un comportement peut-être de groupe justement pour éviter de souiller l'endroit où ils vivent. Enfin, c'est plutôt, Ouais, c'est plutôt intéressant c'est- et particulier effectivement ouais, chez les reptiles parce que souvent on en trouve un c'est peu ça, partout. c'est ça, c'est Voire ça. même dans des endroits parfois carrément improbables. Mais donc là, ouais, du coup, C'est donc eux, ils ont vraiment ce côté propre, quoi. Et est-ce que un tu peu peux, comme un chat, quoi. Ouais, voilà, on va dire ça et est-ce comme que un j'ai chat envie de qui va dire, faire ça dans sa ouais, ouais, litière. ça litière, quoi. Et est-ce que Ouais. tu peux essayer d'influencer ce comportement en aménageant une zone qui serait plus propice à accueillir ça ou pas? Et j'ai bien essayé, hein, parce que ça m'aurait bien arrangé. Mais non. Non, c'est eux qui Parce que choisissent, par contre, c'est ça? ouais, c'est ça, et des fois, c'est pas forcément le meilleur endroit. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. D'accord, ok. Très très bien. Et la dernière question que j'ai envie de te poser par rapport justement au côté saurien, c'est une question qui m'a été posée par un abonné, en fait, et qui m'a dit un jour, est-ce que tu pourrais parler, Clément, du rapport phosphore-calcium dans l'alimentation des lézards et de l'importance que ça a? Et je me suis dit que, bah, du coup, est-ce que tu avais des deux, trois conseils à donner par rapport à ça et des deux, En trois fait, remarques à faire? je suis pas si rigide sur ça. Ah, C'est-à-dire vas-y, que, bah, dis-le tout. oui, évidemment, si, je sais pas, t'as un lézard fouet de queue, tu lui donnes que de la laitue, oui, au bout d'un moment, ton truc, il va dégénérer parce que il a une alimentation monotone, il mange toujours la même chose. Moi, je regarde pas trop ça. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de varier. En fait, c'est vraiment la diversité des aliments qui font avec un apport en UV, une petite supplémentation en calcium si jamais il y a un souci, mais simplement en variant. Enfin voilà, D'accord. y a pas de souci pour moi. Je veux Donc, dire, dans la nature, il mange les plantes qu'il trouve en fait. Hein. Il est pas là à se poser la question. Alors, est-ce qu'elle a un bon rapport phosphocalcique? Il mange ce qu'il peut trouver, donc il y a une énorme diversité de végétaux et il mange ce qu'il y a, quoi. C'est tout. Hein. hmm. Ouais, c'est ça, donc beaucoup plus misé sur la variété, enfin, Ouais. comment dire, le fait de diversifier, comme tu dis, C'est et diversifié. Ouais. voilà, En tout quoi. cas, pour les arts végétariens. Après, bah, pour les insectivores, bah, forcément, il va falloir leur donner. En tout cas, ça, je l'ai vu chez les gécoléopards. Le, les résultats de reproduction étaient vraiment liés à la qualité des insectes que tu donnes, à la qualité dans le sens de la qualité nutritive.
C'est-à-dire que Hmm. selon si tu nourrissais ou pas et avec quoi tu nourrissais tes insectes, tu allais avoir Des des résultats résultats. plus ou moins bons. Ouais, voilà. Ouais, d'accord, ok. Très très bien. Ça a une influence. Super. Eh bien écoute, je te propose de passer du coup à la rubrique d'après qui s'appelle le petit zoom sur la Terrario en général. Alors Olivier, j'aimerais que tu me dises un petit peu comment est-ce que tu juges finalement le monde de la terrariophilie française aujourd'hui. Globalement pour toi, alors c'est pas un jugement de valeur hein, que je te demande, hein, c'est Ouais, parce que je euh, juge pas, moi. oui oui c'est ce que j'ai bien fait comprendre, mais mine de rien c'est ton travail aujourd'hui. Les terrariophiles, t'en rencontres toute la journée, on peut le dire, et tu les conseilles, etc. Donc comment est-ce que tu juges aujourd'hui peut-être par rapport à ce qu'il a été justement par le passé, son évolution, etc. Ça a pas, enfin, en termes d'évolution, il y a toujours le même panel de population, des gens sympas aux gens relous. Enfin, après, il y a toujours la même proportion, hein, comme dans tous les groupes humains. La plupart des gens sont vraiment sympas. Après, il y a toujours un petit pourcentage d'emmerdeurs, mais sinon, 98% des gens, ils sont cool, quoi. Après, Et ce que je vais te demander aussi, c'était par rapport, si tu veux, est-ce que tu as ressenti, parce que tu sais, on a évoqué tout à l'heure le fait qu'au début, il y avait un peu d'anarchie là-dedans, entre guillemets, etc. Enfin, il n'y avait pas les oui, lois qu'on a aujourd'hui. oui, ouais, voilà. Après, donc le marché s'est quand même développé, c'est-à-dire que avant, ceux qui avaient des animaux comme ça, c'était vraiment des marginaux. Là, maintenant, c'est quand même beaucoup plus populaire. Enfin, c'est beaucoup plus répandu dans les foyers. Donc sur ça, bah, c'est ce qui permet maintenant des structures comme nous de pouvoir vivre de ça, ce qui n'était pas le cas il y a des années en arrière. Et après, bah, le marché s'est un peu structuré aussi, c'est-à-dire qu'il est monté en qualité. Voilà, il y a peu d'enseignes et ils font dans l'ensemble tout du bon travail. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est monté plutôt en qualité par rapport à avant où n'importe qui se lançait dans le truc où c'était pas régulé, quoi. Et je vais te dire pourquoi est-ce que je te pose cette question-là, parce que, en fait, si tu veux, je trouve qu'aujourd'hui, enfin, on a eu l'occasion d'échanger un tout petit peu là-dessus avant de commencer l'interview, mais euh, au niveau, tu sais, de ce qui nous est reproché en thériophilie, justement, c'est souvent ce côté un peu, on nous donne un peu un air de marginaux, entre guillemets, parfois, qui ont des animaux hors du commun et dans des conditions. Voilà, j'ai quand même l'impression, Ouais, moi, mais si tu veux, que tout ça a beaucoup évolué. oui, oui, sur ça, ça a beaucoup évolué. Après, sur nos détracteurs, enfin, on sait très bien qui sont. Ce sont des groupes animalistes, de toute façon, qui s'en prennent à tout le monde, que ce soit au centre équestre, aux chasseurs, aux agriculteurs, enfin à tout le monde, à tous les gens qui ont des rapports avec des animaux. Donc là, enfin, face à ces gens-là, il n'y a pas d'argument. Hmm. Enfin, voilà, Mais si du coup, ton travail que c'est- tu as fait oui, sur le code animal, c'est vraiment très bien. Enfin, tu je te as bien remercie. démontré leur Là, incompétence. ouais, exactement l'arnaque que c'est. Et tu vois, et Ouais. moi, ce que je trouve, c'est que malgré tout, c'est vrai que, comme on a évoqué un peu tout à l'heure, c'est le législatif qui a aussi un petit peu évolué, etc., pour nous et compagnie. Et moi, j'ai quand même Ouais. l'impression que finalement, en Terrario, on est, comment dire, on est assez soucieux, j'ai l'impression, de façon générale, justement, du bien-être animal, et on connaît plutôt bien nos animaux. C'est le but. Alors déjà, la base dans l'élevage, hein. Si tu veux comprendre un truc pour élever des animaux, si tu veux faire de la reproduction, il faut qu'ils soient bien. S'ils sont C'est pas bien, ça, ça marche pas. Déjà, ça exactement. marche pas. Donc déjà, économiquement parlant, si tu leur donnes pas le meilleur, surtout avec les reptiles et les lézards encore plus, c'est mort. Ça Ouais, marchera pas. Tu pourras les garder des années. S'ils sont en souffrance, et de toute façon, ils se reproduiront pas. Donc déjà, si tu comprends déjà ça, c'est déjà pas mal. ouais, non, Et puis, carrément. il faut pas faire d'anthropomorphisme. C'est-à-dire que un lézard, c'est pas un être humain. Il a d'autres besoins. Il a Oui, une autre manière de fonctionner. Et il y a que les gens qui les élèvent ou qui les connaissent qui comprennent leurs besoins. tout à fait. Et c'est qu'en les élevant que tu vois ce qui marche et ce qui marche pas. Enfin, tu le Ouais. vois. On va rappeler encore l'anecdote qu'on a citée en début d'émission, là, sur justement bah, des choses qu'on observe qu'en captivité, et voilà, C'est bah, ça. ça te permet de comprendre ces espèces-là, quoi. Et toi, j'ai envie de te poser la question, comment est-ce que tu as vu ta passion évoluer? Parce que mine de rien, ta passion, c'est aussi devenu ton travail. Et comment est-ce que ça a évolué? Est-ce que tu as toujours gardé comme ça la même flamme en toi? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que ça a changé, ça? Alors, oui, j'ai toujours cette flamme. Après, je t'avoue que pendant le premier confinement, on avait tellement pris cher que ça m'a, enfin, ouais, presque pas un burn-out, mais une sorte de ras-le-bol en fait. Parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvés, bah, moi et ma compagne, tous les deux au magasin, tout le monde s'était barré, on s'est retrouvés tous les deux.
avec un afflux de commandes, mais t'imagines même pas. Ah T'imagines ouais? même pas. Oui, on passait de 20 colis jour, à l'époque on faisait pas trop de colis, à 180 colis jour. Ah oui, d'accord. Voilà, avec les transporteurs qui voulaient plus nous livrer, enfin, de tous les animaux à gérer. Le téléphone, je te jure, on pouvait même plus décrocher, c'était non-stop. Et ça a duré plusieurs mois, Et cette du coup, histoire. t'expliques ça comment? C'est le fait que les gens avaient du temps chez eux, peut-être, non, qui faisait qu'ils Ouais, commandaient déjà, il plus, y c'est avait ça? du temps chez eux, puis les gens ont eu peur parce que bah, il y avait des pénuries sur tout, parce que même Ouais. pour nous, pour se faire livrer les insectes et tout, je te dis pas les périples, c'était juste n'importe quoi, quoi. Et du coup, ouais, Et c'était vraiment plus compliqué. Et... ouais, leurs animaleries fermées, donc ils sont jetés sur la vente en ligne, enfin pour surtout le matériel et les insectes et tout ça. Et c'était un truc de fou. On était, ouais, à se dégoûter. Ouais. Après, on a et- vraiment, à partir de cette période-là, on a changé de vie. Voilà, changé de D'accord, vie. ouais. Ouais, ça veut dire que ça vous a impacté véritablement, ça. Ouais, ouais, D'accord, ok. ouais. Ça, Ça a été difficile. Ouais. Alors là, maintenant, je reprends vraiment goût. Il m'a fallu un peu de temps hein, ouais, au d'accord, ouais. truc, mais j'étais. Les animaux m'écœuraient pas, mais c'était tout ce Oui, c'était travail le là. contexte, en fait, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Si jamais tu avais, imagine un petit peu que maintenant je te donne, entre guillemets, une baguette magique, et je te dis que tu as le pouvoir de changer quelque chose, justement, par rapport à soit la terrariophilie française, soit. Enfin, voilà, c'est une question qui, encore une fois, qui est un peu compliquée, hein. Mais en gros, voilà, tu as le pouvoir de changer quelque chose, que ce soit dans, je sais pas moi, les mentalités, que ce soit dans la façon de faire, les lois qu'on a par rapport à à notre passion, ce serait quoi que tu aimerais changer? J'aimerais bien, moi, que les pouvoirs politiques, ceux qui prennent les décisions, ils prennent des décisions avec des vrais arguments scientifiques, pas avec des faux experts et des... Alors justement, Voilà. on va en parler de ça parce que Ouais. cette question des experts, est-ce que toi, tu as déjà été consulté? Est-ce que tu as déjà est-ce que on t'a déjà demandé ton avis? Parce qu'on a bien compris, vu ton cursus, vu ton parcours, que, encore une fois, même si j'ai bien vu que tu restais humble sur le sujet, ce qui est tout à ton honneur, mais euh, si tu veux, est-ce qu'on est déjà venu vers toi? Parce que moi, je vais te dire une chose. Je me suis renseigné sur les fameux les experts, pardon, par rapport justement aux lois qui sont sorties. Et quand tu vois les collèges d'experts qui sont réunis lors des justement assemblées, j'ai envie de dire, qui décident, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'associations, mais qu'il n'y a personne véritablement du milieu. Est-ce que toi, tu as déjà été justement consulté par rapport à tout ça ou pas? Jamais. Jamais. Après, je suis pas un politique, je n'utilise pas mon énergie à faire ça non plus, ce qui est le cas de ces associations. Oui, Moi, j'ai un travail, j'ai des animaux à m'occuper, voilà. on est bien Et je le d'accord, fais pas, donc comme je le fais mais il pas, pourrait ben te voilà. démarcher en fait. Il Non, pourrait ça, ils venir le vers... feront pas. D'accord, Non, ok, non. d'accord. Très bien. Et enfin, pour clôturer cette Et après, c'est rubrique, peut-être ma faute aussi, hein, parce qu'il faudrait que je me mette en avant et tout ça, hein, voilà. Mais je sais pas me vendre, voilà. et c'est pas quelque chose qui pourrait t'intéresser du coup ça? Bah, Tu- c'est que mes journées sont déjà bien remplies. Font 24 heures comme celle de tout le monde, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Et en plus de ça, des fois le soir, t'as un mec qui te demande de t'interroger, donc c'est pas Ouais, c'est évident ça. déjà, voilà. Enfin, bon, c'est pas grave. Est-ce que, J'en est-ce veux pas. Bon, bah c'est très bien alors. Est-ce que tu as, pour terminer donc cette rubrique-là, un bouquin, un site internet peut-être à conseiller à ceux qui nous regardent sur les reptiles? On en a deux déjà qui sont très très bien, un sur les lézards fouet de queue et l'autre sur les geckos Ah léopards, oui. hein, dont l'auteur est Olivier Antonini. Et est-ce que tu en as d'autres à nous conseiller justement que tu aurais trouvé particulièrement pertinent? Ah, il y en a plein, hein, des bouquins, il y en a plein. En ce moment, je suis là sur les reptiles amphibiens de Basse-Californie où ils traitent justement du genre Sauromalus, des Petrosaurus. Enfin, c'est cette herpétofaune qui est vraiment caractéristique de la Basse-Californie. Il est vraiment bien fait avec plein d'anecdotes, il est génial. Alors le nom Puis du coup, donc après, tu nous bah, as dit, donc c'est... c'est amphibien reptile de Basse-Californie. D'accord, très bien. Ouais, c'est en Très très anglais. très bien. Ouais. D'accord. Et Ensuite, du coup, je vois que tu après, en as deux autres, je crois. ouais, on va prendre celui-là. Celui-là, c'est D'accord. un grand classique, le Australian Lizard de Mike Swan. Il est vraiment bien. Et alors du coup, tu le trouves vraiment bien parce que du coup, très complet, Bah, il j'imagine. Très... décrit, en fait, il présente vraiment toutes les espèces de lézards en Australie avec pas mal de petites anecdotes sur le milieu naturel et tout ça. Il est vraiment bien foutu. Ouais. C'est vraiment une bible. Hmm. Après, D'accord, j'ai très très celui sur bien. les reptiles du Maroc, mais j'arrive pas à le retrouver. Ah, Il était bien d'accord. aussi. Celui-là Ouais. était bien.
Eh bien, écoute, on te remercie en tout cas, et puis on conseille à tous ceux qui, justement, bah, voilà, voudraient acquérir de très bonnes, plus que des bases, hein, là, de très bons conseils bah, de se procurer ces ouvrages. Olivier, je te propose de parler maintenant de Bébésaurus, de ce projet finalement que tu as monté, etc. Et la première question que je vais te poser par rapport à ça, c'est quand est-ce que ce projet a germé en toi? Et pourquoi ce nom Bébésaurus? Alors, quant à ce projet, alors, c'est ce que j'expliquais un petit peu avant, c'est quand j'ai eu vraiment beaucoup trop d'animaux chez moi, je me suis dit à un moment, il faut que je franchisse le pas, et puis j'ai eu l'opportunité de trouver un local. Et donc voilà, je me suis dit, bah, je vais me lancer dans l'élevage. Alors, j'étais complètement candide, hein. Enfin, à l'époque, j'étais vraiment déconnecté de. Je m'attendais. Enfin, si j'avais su ce que ça allait impliquer, peut-être que je l'aurais pas fait. Mais bon, j'étais tellement passionné que rien pouvait m'arrêter. Ouais. Et donc j'avais monté ce truc-là avec zéro thune et bon, j'y suis arrivé. Donc, qu'on précise bien, donc le projet de base, donc c'est l'élevage pour la vente. Ouais, c'est pas encore la boutique en tant que telle, quoi. En fait, à l'époque, je voulais faire un élevage en sachant pertinemment, par contre, j'étais assez lucide sur le truc, que ça allait pas être rentable. Donc, j'étais allé voir la chambre de métier et ils m'ont dit non, mais vous savez, monter une société qui est pas rentable, ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc, au pire, faites-le sous forme associative. Donc, c'est ce que j'ai fait. On l'a fait sous forme associative où, bah, en fait, j'ai jamais pu me tirer un quelconque revenu de ça, hein. Je l'ai fait vraiment juste pour autofinancer. Puis dès qu'il y avait un petit peu de bénéfices, bah, c'était réinjecté directement dans l'élevage. Après, je payais toutes les charges, enfin comme n'importe quel entreprise. C'est ça. Contre, hein. Ouais. Et ça change pas, ça. Et, oui. Et alors, du coup, ça veut dire que le statut aujourd'hui de Bébésaurus, c'est quoi concrètement? Alors, en fait, il y a deux. J'ai deux structures, si j'ai bien compris. J'ai deux structures, ouais. J'ai ma structure d'élevage, donc l'association Bébésaurus qui existe toujours. Et j'ai le URL Olivier Antonini, donc le magasin de vente et transit. C'est vraiment deux structures qui sont dans deux locaux différents. Voilà. Donc, on va peut-être rappeler juste, donc, pour ce qui est du magasin, donc, il est situé, est-ce que tu peux nous dire où peut-être, hein? Bah, on est au nord de Lyon, à Fontaine-sur-Saône. Et je précise, je crois qu'il n'est pas visible depuis l'autoroute, c'est ça? Il y a pas non, non, il est assez caché, hein. Notre magasin, c'est vrai qu'il est assez caché. Après, on a choisi vraiment un endroit reculé où on peut venir qu'avec un GPS, hein. Sinon, c'est impossible de nous Et en gros, c'est pour les passionnés, quoi. C'est vraiment. C'est ça. Au moins, on limite notre clientèle à des gens qui sont quand même renseignés avant et ça écrème quand même pas mal. Ouais. Et du coup, donc, ça après, rend le boulot beaucoup plus agréable, on va dire. Et après, donc, du coup, donc, tu as le centre d'élevage qui, donc, lui, se situe où? Bah, toujours dans le même parc d'activité, mais dans un autre local. D'accord. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Très bien. Et donc, pourquoi ce nom Bébésaurus? Tu ne m'as pas dit. Bah, parce que bon, je cherchais un nom. Après, il y avait à l'époque, j'avais mes hydrosaurus. Et comme je voulais produire des bébés lézards, bah, j'ai fait Bébésaurus. D'accord, ok, très bien. Très bien. C'était tout simple. Et donc, quand est-ce que ce projet-là, donc tu l'as concrétisé? Donc, la première partie, donc la partie élevage, c'était en quelle année? C'était, on a vu ça. En 2000. En 2000. 2000, d'accord. Ouais. Et donc le magasin qui ouvre en 2014, c'est ça? Alors, le magasin, il a d'abord ouvert, je l'ai monté en tant que salarié de Reptiling. C'est moi qui avais monté tout le truc avec Stéphane et voilà. Et après, bah, avec Stéphane, on a décidé de quitter la structure de Reptiling. Et donc, bah, Stéphane a gardé Reptilis. Et moi, bah, j'ai racheté le magasin Reptiling de Lyon et on est devenu complètement indépendant. D'accord. J'aimerais que tu me dises maintenant, que tu nous parles un petit peu de l'ouverture justement de tout ça. Parce que tu vois, et on va évoquer les deux. Quel souvenir est-ce que tu gardes justement du jour où tu montes comme ça cet élevage d'abord? Globalement, tu te retrouves comme ça dans ton local, tu as tout à aménager, j'imagine. Comment est-ce que ça se passe concrètement ce jour-là, quoi? Bah, ça s'est passé. Enfin, il n'y a pas eu. Je me suis pas dit putain, je vais monter le truc. Ça a été vraiment sans arrêt. J'avais des bestioles de partout, donc je montais dès que j'ai eu les clés du local. Dès le premier jour, j'étais là à monter des terrariums, des machins. Parce que j'imagine que tu as aussi des travaux peut-être à faire, des choses en genre pour justement mettre tout ça ouais, niveau électricité, niveau compagnie, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai tout fait. Et pour le magasin, du coup? Parce que le magasin, c'est quelque chose pour de le plus magasin, abouti. oui, j'avais déjà un petit peu plus d'expérience, donc je savais ce qu'il fallait faire et pas faire. Enfin, sur certaines installations, en tout cas sur les installations, je savais ce qu'il fallait faire et pas faire. Je connaissais le métier de la vente en animalerie parce que j'y avais travaillé 20 ans, donc j'avais à peu près idée de
de ce qu'on allait faire. Mais ouais, enfin, c'était une sacrée aventure. Ouais. Au départ, c'était. Et, et alors justement, comment est-ce que le projet a évolué aujourd'hui, j'ai envie de te dire? C'est-à-dire que l'élevage, la partie élevage, comment est-ce que, si tu veux, si tu compares des débuts jusqu'à maintenant, qu'est-ce Ah, qui aurait été le gros changement? là, maintenant, en fait, le magasin depuis cette histoire de confinement est devenu tellement chronophage. Et, enfin, on s'est quand même développé. Donc, du coup, la partie élevage, je l'ai vraiment réduite parce que, puis même moi, mentalement, enfin, voilà, Ouais, il fallait que je me dégage, il fallait que je me dégage du temps pour moi, mon couple. Enfin, voilà. Ouais, bien Et, sûr. Ouais. et donc, du coup, là, je me suis séparé de pas mal d'animaux. J'ai gardé beaucoup moins d'animaux, mais je leur mets des installations plus grandes et voilà. Du coup, c'est D'accord. moins d'entretien. Mais Ouais. par contre, voilà, il y a aucun but de production ou de rentabilité ou de quoi que ce soit, quoi. Et C'est j'ai envie de vraiment te, pour le plaisir. et j'ai envie de te poser la même question pour la boutique. Quand tu regardes la boutique, est-ce qu'elle était vraiment à ses débuts et ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Quelles ont été les évolutions globalement? Oui, on a un petit peu évolué. Après, pas tant que ça, parce que voilà, au départ, quand j'ai racheté la boutique, voilà, on a changé les trucs qui nous convenaient pas. Puis là, on essaye d'évoluer un petit peu, mais après, maintenant, on est un peu dans l'expectative parce on sait pas trop de quoi l'avenir est fait. Est-ce qu'on va Bah oui. toujours avoir le droit d'exercer ou pas? Enfin voilà, j'ai quand même des emprunts là-dessus qu'il faut que je finisse de rembourser. Donc, je reste prudent. Je veux pas trop. À un moment, je voulais me développer, mais là, non, j'ai pas envie de. Enfin, voilà. C'était forcément une C'est question que j'avais envie de te poser, je vais te la poser maintenant parce que c'est vrai, quel regard finalement tu portes vers le futur de tout ça? Si tu veux, je vais te poser la question parce que il y a Nicolas Hussard que tu connais bien qui a posté il y a 2 mois à peu près une vidéo, tu sais, où il racontait les évolutions qu'il prévoyait pour le magasin, etc. Je pense que tu as suivi la chose. Non, ça, j'ai pas Et, regardé, mais bon, après, mais enfin bon voilà, ouais. le fait que la boutique etc., elle ait évolué et compagnie. Et toi, globalement, justement, par rapport à ces nouvelles législations qui arrivent, par rapport à tout ça, comment est-ce que tu... Enfin, j'imagine que quand c'est son cœur de métier et compagnie, que c'est son gagne-pain aussi. Mm. Comment est-ce que toi, tu vis tout ça? Et comment est-ce que tu Assez mal, appréhendes? hein. Assez mal, assez mal. Je le vis assez mal, forcément. Du jour au lendemain, on se trouve dans le camp des méchants ou soi-disant on maltraite nos animaux ou je sais pas quoi, ou on pense qu'à faire du fric avec nos animaux, alors que notre première préoccupation, c'est leur bien-être. On est des passionnés avant tout. Donc c'est assez compliqué. Après, ben voilà, on a comme n'importe quelle entreprise, on a énormément de charges. Donc il faut quand même faire gaffe. Enfin, si du jour au lendemain on arrête, ben moi je me retrouve avec mes emprunts, des gens à licencier et je perds tout en fait, tout simplement. Donc Ouais. ouais, ouais, j'espère en fait, j'espère que ceux qui font les lois, qui décident, ils se rendent compte de ça, mais je sais pas. Hmm. Je sais pas. Donc là, pour l'instant, on reste en mode survie, on va dire. Enfin, pas en mode survie, mais je veux pas faire de Oui. nouveaux gros projets d'investissement, de choses comme ça. Oui, J'attends et je regarde. Voilà. en gros, tu restes sur ce que tu es capable d'assumer, on va dire. Voilà. Et voilà, et sans te projeter plus loin, puisque forcément le futur reste incertain, quoi. Ouais, complètement incertain. Ouais, ouais. Ça doit D'autant pas être plus que évident quand là, même. l'activité est compliquée, que, comme pour toutes les entreprises, on a tout qui augmente. Mais tout, Ah oui, avec toutes l'inflation les évidemment matières. galopante. C'est un truc de fou. Donc, voilà, c'est toujours. Et est-ce que depuis l'annonce, tu sais, par exemple, je voulais aussi reprendre cet exemple-là, tu sais, là, on a eu le placement sur les espèces exotiques envahissantes, les espèces exotiques envahissantes, tel un Propeltis getula, par exemple. Est-ce que toi, c'est un truc qui, dans ton secteur, enfin, comment est-ce que ça impacte concrètement ton secteur d'activité à toi, ça? Pareil, du jour au lendemain, on se retrouve avec des espèces interdites. Donc moi, encore personnellement, c'est pas très grave parce que j'en avais une quinzaine, donc j'ai pas un gros stock, je vais m'en remettre. Enfin bon, ça fait encore des charges en plus. Mais par exemple, des gens qui font de l'élevage comme Stéphane, qui avait lancé des gros projets d'élevage là-dessus, qui avait immobilisé plein de reproducteurs, bah, du jour au lendemain, il dit bah non, maintenant c'est terminé. Et on est bien d'accord que du coup, là-dessus, en plus, vous êtes comme, je vais dire, n'importe qui de lambda, c'est-à-dire que vous apprenez ça comme ça du jour au lendemain, quoi. Ouais, du jour au lendemain, ouais, c'est ça. Il n'y a personne qui est venu vous prévenir en amont que, Non, il y avait une réflexion ça, là-dessus. ça se passe toujours comme ça, c'est du jour au lendemain.
Ouais. Tu sais, moi, je me suis un peu penché sur le Encore, sujet. ouais, Ouais. Je disais, je me suis un peu vas-y. penché sur le sujet, tu vois, et en fait, il existe. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au niveau européen, évidemment, que tout ça est décidé. Et il existe, en fait, tu vois, il se cache derrière le fait de dire, on prévient les populations. Et en gros, si tu veux, la façon dont ça se passe que j'ai trouvé, c'est que ces espèces de forums, je t'assure que c'est vraiment ça, introuvables, tu vois, où il y a effectivement, tu trouves des listes d'animaux qui sont potentiellement concernés bientôt, dont on dit, tiens, là, il y a un intérêt pour un placement sur la liste des espèces exotiques envahissantes. Et sous ce prétexte-là, ils estiment qu'en fait, la population est informée. Alors D'accord. qu'en fait, si tu veux, c'est des sites, tu y vas, ça ressemble au forum des années 2000 déjà, donc c'est un truc, enfin voilà, t'as un dossier en Ouais, anglais, et que personne évidemment consulte parce que bah, enfin, il est accessible nulle part ce truc, tu vois. c'est Et ça. en fait, et grâce à ça, ils te disent, il y a eu une réflexion qui a été menée en amont, un truc, tu vois, les populations ont pu être prévenues, etc. Et je trouve ça absolument incroyable parce qu'au final, on se rend compte que même vous, les professionnels, en fait, vous êtes mis devant le fait accompli. Ouais, bah, toujours, toujours. Bah, de toute façon, nous, on est absolument pas considérés, hein. Bah non, bien Nous, sûr que non. on est dans le camp du mal, hein, toujours, hein, donc, Mais c'est vrai que j'imagine que du coup pour toi ça doit être et puis en plus de ça on se dit que si jamais par exemple les lampros là sont interdits, bah, d'autres colibridés pourraient suivre j'imagine. Et oui, bah, on sait concrètement pas. De toute façon, on est toujours, on est dans le brouillard complet. On sait pas. et donc c'est dire que voilà donc toi donc pour l'instant ça veut dire que tu as tes salariés, tu as tout ça malgré tout une entreprise à faire vivre et que donc ça t'empêche d'avancer quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça. Alors justement on va parler un petit peu de tes salariés parce que moi je vais te dire un truc tout à l'heure on a parlé des fiches qui sont très très bien sur le site de Bébésaurus. Et je vais t'en reparler un tout petit peu après, mais il y a aussi toute une équipe que tu présentes. Et je trouve que la façon dont tu l'as. Enfin, je ne sais pas si c'est toi qui as écrit sur le site, peut-être que oui. Non, ça, c'est Anaïs qui a écrit ça. D'accord, ok, bon. Mais ça donne l'impression d'un bon état d'esprit, en tout cas, voilà, sur la chose. Est-ce que tu peux présenter rapidement, justement, les différents employés que tu as aujourd'hui dans une équipe assez féminine, je crois, en plus, autour de toi? Eh Donc, ben, après, ça, c'est même pas un choix. En plus, ça, non, 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 c'est pas mais ce que pour je le coup, sous-entendais, hein. Mais donc, on choisit ceux avec qui ça se passe bien, quoi. est-ce que tu peux nous présenter rapidement, du coup, un petit peu comme ça, les gens qui bossent autour de toi et globalement ce qu'ils font, pour qu'on se rende compte un petit peu justement des différents postes à pourvoir, comme ça, dans ce genre d'entreprise Bah, qui est la tienne. en fait, là, nous, on est vraiment une petite structure, donc tout le monde doit savoir tout faire. En fait, il n'y a pas de, à part la partie gestion, c'est vraiment moi qui m'en occupe. Enfin, la partie FAP, puis bah, toute la gestion d'un chef d'entreprise. Bon, là, ça, c'est moi qui gère, mais après, tout le reste, tout le monde sait faire. Tout le monde est interchangeable et c'est l'avantage. Comme on n'est que quatre, bah, du coup, ça permet, en fonction bah, des disponibilités de chacun, d'arriver à faire les tâches. Marine, donc on a Marine qui a travaillé pendant très longtemps animaliste, qui est vraiment passionnée par les animaux et enfin qui est une personne vraiment au top, quoi, une super manager. Enfin, elle est vraiment bien. Il y a Charlène qui elle n'était pas du tout dans le milieu. Au départ, je l'avais pris, on va dire un petit peu par dépit parce que bah voilà, j'avais pas trop le profil, mais la personne me plaisait bien. Puis au final, elle s'est révélée dans ce métier-là. Elle est vraiment passionnée. Elle s'est vraiment pris au jeu, hyper compétente, hyper sérieuse, hyper droite, enfin, loyale aussi. Ça, c'est vraiment des qualités Que tu apprécies, qu'on ouais. aime bien. Ouais, voilà. Puis après, bah, il y a Anaïs qui est ma compagne aujourd'hui, donc qui est avec moi depuis le départ, hein, quasiment depuis le début 2015. Donc, elle a commencé en travaillant en extra le week-end et puis bah, maintenant, bah, elle partage ma vie et puis on fait des projets ensemble. Très Voilà, bien. c'est vraiment une personne importante avec qui je peux avancer et qui m'aide et qui est autant passionnée que moi. J'imagine bien. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous décrire aussi un petit peu ce que c'est globalement parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent enfin, qui rêvent un petit peu, tu vois, le métier, entre guillemets, au contact des animaux. Et puis il y a aussi la réalité, tu vois, c'est que les animaux, bah, il faut changer les terrariums, il faut, enfin voilà, et Ah oui, toute la paperasse aussi pour toi et compagnie. Globalement, est-ce que tu peux nous dire, alors je vais peut-être le faire en deux parties. C'est toi chez tes employés, du coup, qu'est-ce qu'ils doivent faire finalement un petit peu au quotidien? Ça ressemble quoi un peu la routine entre guillemets de la journée d'un employé dans une entreprise comme Babysaurus? Et ensuite, je vais te demander pour toi, parce que toi, tu as aussi toute la partie gestion. Comme tu disais tout à l'heure, les dossiers IFAP, etc. Alors, on commence par tes employés. Globalement, si jamais vous rêvez de postuler pour Bébésaurus, qu'est-ce que c'est le boulot d'un employé à Bébésaurus? c'est travailler. Ouais, Il faut travailler. Donc, bah, grosso modo, la priorité, ça reste les animaux. Donc,
tous les matins, toutes les matinées, nous, on est fermé au public. Et on consacre tout ce temps-là. Il y a au moins une personne qui s'occupe de nettoyer tous les bacs du magasin le matin. Oui, c'est ça, vous faites pas la grasse mat, hein. C'est pas parce que le magasin est fermé qu'il se passe Non, rien, quoi. Ouais. non, c'est juste que c'est juste ingérable avec des gens dans les pattes, quoi. C'est C'est pas ça. possible. Donc, le matin, on gère ça. On est toujours au minimum 2 au magasin. Donc, il y a l'autre personne pendant ce temps-là qui gère les commandes du site, qui sont quand même assez conséquentes. Donc, il y a quand même pas mal de colis à faire le matin. Il y a les colis de matériel et aussi en début de semaine d'animaux. Donc, ça demande quand même pas mal de préparation. Après, l'après-midi, on continue l'entretien des animaux, le nourrissage et tout ça. Il y a quand même pas mal plus les clients. Hein. Il faut gérer ça, plus les réceptions de commandes. Voilà. On est fermé une journée par semaine, le jeudi. Il y a quand même quelqu'un qui est là pour vérifier que tout se passe bien et qui s'occupe de faire du réassort dans le magasin, parce qu'on a plusieurs petits locaux autour où on entrepose tout le matériel et donc il faut sans arrêt Bien sûr. remettre du matériel dans le magasin, quoi. Et alors maintenant, ton boulot à toi, Olivier, parce que tout le monde, j'imagine, se dit qu'est-ce que j'aimerais faire le même boulot qu'Olivier Antonini. La réalité, tu nous as parlé un petit peu des enregistrements IFAB, de ces choses-là. Toi, tu as toute la partie paperasse aussi, j'imagine, à faire. Tu sais, dis-nous un petit peu globalement, concrètement, c'est quoi ton boulot? Concrètement, mon boulot, c'est faire de la paperasse. C'est vraiment. Ouais. On voit les dossiers derrière toi. Avec les animaux. Ouais, là, c'est qu'une petite partie. T'imagines même pas ce que je fais. Mais grosso modo, moi, je m'occupe presque plus des animaux et je fais quasiment que ça, quoi, de la paperasse, la gestion des commandes, la compta. Il y a énormément de trucs à faire. T'imagines même pas. Mais après, je vais aussi chez les fournisseurs, chez machin. Enfin, j'ai pas mal c'est de des journées trucs à bien faire. remplies, quoi. Ouais. Et puis, je m'occupe aussi des grosses commandes du lundi, parce que toutes les commandes qui sont tombées le week-end, c'est moi qui les fais le lundi matin. Donc, voilà. D'accord. Et alors justement, on parlait tout à l'heure de l'enregistrement IFAP. Qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ton boulot? J'imagine que la surcharge a dû être assez monumentale. Oui, Vous avez un vétérinaire attitré, j'imagine? Vous avez des choses comme ça qui chargent des puçages? Oui. Ouais, c'est devenu une amie maintenant, du coup. Oui, ça rapproche, au moins déjà ça. Et donc, ça veut dire que globalement, tu as combien d'individus comme ça, juste pour que les gens se rendent compte? Moi encore, je suis pas le plus à plaindre, parce que nous, on reste une petite structure, on vend pas tant d'animaux que ça. Mais déjà, nous, à notre niveau, je vois le boulot que ça demande. J'imagine même pas. Je sais pas combien on a notre bestiole. Mais... Nous, on doit vendre peut-être une centaine de bestioles par mois, donc tu vois, ça reste. D'accord, ok, ouais, ça reste raisonnable. Raisonnable. Ouais, d'accord, ok, très bien. Dans la présentation de ta boutique sur votre site, on peut lire nous reprenons, je vais citer, nous reprenons en permanence nos conditions de maintenance et nos terrariums. Nous retravaillons souvent les parties entières du magasin de notre élevage. La majorité de nos animaux restent parmi nous durant plusieurs mois, parfois même des années, et grandissent avant de partir. Et c'est aussi pour cela que beaucoup nous font confiance et apprécient notre travail. D'autres ne font qu'un bref passage, mais tous sont traités avec le même soin par des gens passionnés et attentifs. Quand j'ai lu ça, Olivier... Alors justement, je me suis dit que j'allais poser 2-3 questions là-dessus. On rappelle bien que le côté passion chez toi, il est véritable, d'accord? C'est pas qu'un business, les animaux, et ça c'est super important de le préciser. Si je comprends bien, il y a différents types un peu de cursus pour les animaux chez Bébésaurus. Tu as ceux qui vont être un peu plus en transit, et ceux qui vont rester là un peu plus longtemps. Alors on va prendre ces deux cas-là. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ceux qui font un peu plus de transit, ça veut dire qu'ils sont pas là très longtemps chez vous? Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les étapes, en fait, entre l'arrivée des animaux et la vente, etc. Comment est-ce que tu gères ça, toi? Ça va dépendre déjà ce que c'est comme animal, mais... Est-ce que tu peux nous prendre éventuellement un exemple et nous raconter d'un animal, justement, comme ça, qui passe assez par peu exemple, de temps? Après, on les garde quand même... Ce qui peut, des fois, pas rester très longtemps, ça va être les tortues de terre, ou quand c'est la saison et qu'on n'en a pas eu depuis longtemps, il y a une forte demande qui est... surtout au printemps, et là parfois les animaux ils restent pas très longtemps, ils restent quelques semaines et puis on les vend, mais voilà. C'est quoi les étapes du coup on les reçoit, donc il faut les enregistrer sur l'IFAB, blablabla. On leur donne à manger, on les réhydrate bien, on regarde que tout se passe bien, et puis après si tout va bien, on les met en vente, quoi, il n'y a pas de souci. D'accord. Au niveau quarantaine, du coup, comment ça se passe? Vous conservez malgré tout la quarantaine?
Une période de quarantaine? Alors oui, enfin, on les met dans un parc spécifique et puis on regarde comment ça se passe, oui. Oui. Et donc, ça veut dire donc c'est vraiment les circuits entre guillemets courts pour ces animaux-là. Et donc, ça veut dire que ça dure combien de temps? C'est à peu près comme un animal Bon, comme ça. le plus court, ça dure, je sais pas, 15 jours, 3 semaines. D'accord. Voilà. Voilà. Et donc, ensuite, tu as des Mais animaux ça, c'est que vous vraiment le gardez. plus court parce que Voilà, généralement, c'est ils ça. vivent beaucoup plus longtemps. Ouais. Et ben justement, maintenant, penchons-nous sur des animaux que tu vas garder un peu longtemps. Justement, ça va être quel type d'animaux? Et globalement, comment est-ce que ça se passe là aussi? Par exemple, les caméléons, on les reçoit tout petits. Au moins, ça m'embête un peu de les vendre si petits parce que, déjà, parce que notamment sur les caméléons panthères, on peut pas vraiment voir leur couleur. Ils sont aussi un peu plus sensibles et je préfère les vendre quand ils sont déjà un peu plus gros. Donc, on les reçoit, bon, on les enregistre, machin, mais on les garde un petit peu, peut-être 2, 3 mois, et puis après, on les met en vente. C'est pareil pour D'accord. les serpents, par exemple, les serpents des blés, on les reçoit toutes petites. On leur fait prendre plusieurs repas pendant 2, 3 mois, voire plus, et puis après, on les met en vente. On veut être sûr. Ou les pitons réjus, on s'assure qu'ils mangent bien du mort décongelé avant de les mettre en vente, quoi. Et donc, Hmm. parfois, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quoi. D'accord, ok, très bien. Très, très bien. Je trouve ça intéressant parce que tu vois, c'est vrai que c'est des facettes finalement quand on va nous, dans les Après, magasins. on a peu d'animaux, donc nous, on peut se permettre de faire ça. On est une petite structure, on a peu d'animaux. Je préfère, voilà, prendre. Bien faire les Mon choses. but, c'est pas vendre des animaux pas chers, c'est vendre des animaux bien. Ouais, c'est ça, de bien faire les Ouais, choses, encore une fois. Ouais, ouais, c'est je ça. comprends tout à fait. En tout cas, le mieux que je peux. Ouais, ouais, non, mais bah, puis je pense que c'est un peu comment dire, l'image qui ressort, si tu veux, de votre boutique aussi, donc c'est très bien. Olivier, du coup, Bébésaurus, c'est aussi un site internet avec une véritable. Moi, enfin, en tout cas, je vais te dire une chose, ce que je considère, et je dis pas ça pour te faire de la lèche, hein, une véritable mine d'informations dessus. Parce qu'en fait, justement, c'est pas qu'un site de vente. C'est un site en fait où tu as les fiches sur plein de sujets différents, que ce soit sur les installations, que ce soit sur les animaux. Et ces fameuses fiches Bébésaurus, écoute, je pense que, je vais être franc avec toi encore une fois, elles font à peu près l'unanimité. C'est-à-dire que quand moi j'en parle à chaque fois, tu sais, quand on a l'occasion de discuter des fiches Bébésaurus, on se dit, ben, c'est du bon boulot qui a été fait. Alors j'ai une question à te poser. C'est qui s'en est occupé de faire ces fiches-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un du coup qui le fait de façon attitrée? Et surtout, quelle a été la volonté véritablement pour vous de proposer justement voilà, ces fiches-là, etc. Bah, ça Cette, dépend. Il y a des vieilles fiches, c'est moi qui les avais faites. Après, il y a des nouvelles, c'est Anaïs qui les fait. Puis on essaye voilà, de se documenter quand on fait les choses. et, Voilà. et globalement, comment est-ce que vous choisissez de faire ça? C'est-à-dire qu'en gros, c'est quoi? C'est par rapport aux demandes des clients? Ouais, c'est C'est par par rapport aux rapport... demandes, parce qu'en fait, on a toujours des demandes qui sont vraiment récurrentes et on essaye enfin, pour pas rabâcher 50 fois le même truc dans la journée, on essaye aussi de dégrossir le travail comme ça, quoi. Ouais, d'accord, ok. D'accord. Ouais. Et j'imagine que c'est un retour qu'on vous fait souvent non, par rapport à ces fiches-là, non? Que justement les gens apprécient ça? Euh, ouais. Ouais, Ouais, d'accord. Bon, bah, parce que moi je peux te dire que je suis pas le premier, je te dis pas ça encore une fois, voilà, c'est un truc que j'ai très souvent entendu et je trouve que enfin, voilà, c'est très très vrai, franchement, parmi les sources vraiment fiables, on va dire concises, si tu veux, c'est vrai que là on parlait des bouquins tout à l'heure, c'est encore autre chose, mais parmi, si des gens veulent trouver des sources concises et fiables, franchement, enfin, elles sont vraiment pas mal, quoi. Donc et encore une fois, vous trouvez plein de choses dessus, quoi, c'est pas uniquement que sur certains animaux, que sur tout ça, non, il y a de la vraie variété, que ce soit sur du matos, du maintien, enfin voilà, plein de choses, et c'est vraiment au top. Donc félicitations à vous pour ça, parce Ouais, que merci, c'est je pense que gentil. c'est bien apprécié. Écoute Olivier, on va arriver déjà au moment de conclure. Alors j'ai quelques questions de conclusion, hein, ce petit entretien. Euh, si jamais tu devais donner un conseil terrario à ceux qui nous regardent, ce serait quoi? Et c'est là le Joker. Si tu veux, Vas-y, mais à toi de répondre. eh ben ça marche, écoute. Alors donc, du coup c'est moi qui prends, et ben je vais te dire. Alors j'ai déjà eu l'occasion, je pense, de le signaler à certaines personnes qui nous regardent, mais moi ce serait, tu vas me dire ce que tu en penses, ce serait sur les espèces soi-disant pour débutants. Tu sais, dans la thériophilie, on a très souvent des gens qui disent pour débuter, il faut débuter avec ci, avec ça, typiquement avec, par exemple, chez les ophidiens, tu vois, un Python regius, ou alors avec une Pantherophis guttatus, tu vois. Et parce que ce sont soi-disant des espèces plus simples et compagnie. Et moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous regardent,
de véritablement faire un petit peu comme toi tu as fait finalement. C'est-à-dire de commencer avec ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse et ce que vous aimez et ce vers quoi finalement votre passion naturellement vous attire. Et parce qu'on aura toujours plus de facilité, plus de volonté, plus d'application finalement dans notre passion et envers les animaux, lorsque finalement c'est ceux qui vraiment nous plaisent au départ, et pas forcément écouter ce truc de dire il y a des espèces faciles, d'autres qui ne le sont pas, parce qu'au final vous risquez de vous retrouver avec des animaux peut-être qui vous attireront moins, parce qu'il y a aussi des animaux des fois dont les comportements vous plairont moins, qui seront peut-être un petit peu moins expressifs, etc. Et donc moi ce serait ce truc de dire n'écoutez pas trop finalement ceux qui vous conseillent les espèces forcément pour débutants, et donnez-vous les moyens, renseignez-vous, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais renseignez-vous, voilà, donnez-vous les moyens d'avoir celles qui vous plaisent véritablement et celles pour qui vous allez vraiment pouvoir vous consacrer et vous passionner. Est-ce que tu me rejoins ou est-ce que tu es... Ah bah oui, ça c'est le coup classique, hein. Quand les clients viennent nous voir, ils nous disent qu'est-ce que je pourrais avoir, qu'est-ce qu'il y a de lézard ou de serpent facile pour débuter, et on leur dit bah regardez déjà ce qui vous plaît. Ouais. C'est déjà ça l'important. Après, on peut vous dire si cette espèce est... Il y a des espèces qui sont plus difficiles à élever que d'autres, on est d'accord. Mais déjà, la base, c'est ce que je dis toujours, c'est de prendre quelque chose qui plaît. Parce que sinon, ça n'a pas de sens, quoi. Non, c'est clair. Et tu vois, et même j'ai envie de te dire qu'il ne faut pas voir en plus la difficulté des fois de... Enfin, on peut la voir aussi comme un challenge, quoi, tu vois. C'est-à-dire que Oui, toi, oui, oui. j'imagine Oui, qu'avec les après, uromastyx... après, il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire que, bon, encore aujourd'hui, la plupart des animaux qu'on trouve sont nés en captivité. Mais c'est sûr que pour débuter, il vaut mieux éviter de débuter avec des espèces d'import. Enfin, ça, moi, j'ai toujours, enfin, pas lutté, mais milité pour ça, pour que, en tout cas, le tout venant de la terrariophilie débute avec des espèces qui sont très répandues en élevage et sur lesquelles on n'a aucun impact à aucun niveau sur les populations sauvages, quoi. Et d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tout à l'heure, tu sais, on évoquait un petit peu, je te pose juste une petite question comme ça, mais on évoquait un peu c'est ce qui pouvait se passer au niveau des Varanus exanthematicus, les fermes d'élevage, etc. au Togo. Au niveau de tout ce qui est import, etc. Quel regard est-ce que tu portes là-dessus sur le En prélèvement fait, aujourd'hui? il faut toujours nuancer les propos. C'est-à-dire que quand on parle du cas du Python rhésus ou du varan des savanes, j'ai aucun problème avec ça parce que réellement, on l'a vu sur place, ça fait vivre les populations locales. Ça, il n'y a pas de souci. C'est du vrai farming, c'est-à-dire que bah, les adultes sont toujours relâchés. Donc, ils exportent vraiment que les jeunes et il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on fait pareil. On a vu là-bas sur place le cas de la Pélomédusa, là, ces petites tortues d'Afrique de l'Est, c'est une autre histoire. Là, pour le coup, les tortues, elles sont prélevées dans la nature. Les gars qui les attrapent, ils sont payés une misère. Ils risquent leur vie la nuit dans la forêt pour aller les chercher. Et tout ça pour être vendu 19 euros dans une animalerie pour que les gens les relâchent après. Non, ça j'avoue que c'est pas quelque chose que je défends, en tout cas. Bien sûr. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Ouais, je comprends tout Ouais. à fait, évidemment. Il faut toujours regarder espèce par espèce et il faut le faire de manière pragmatique. Il faut pas avoir un dogme et dire il faut totalement bannir l'import ou totalement bannir ça. Enfin non, il faut juste regarder au cas par cas. C'est toujours un peu plus compliqué que le simple fait d'être manichéen, de voir noir ou blanc, quoi. C'est Ouais, toujours, ouais, c'est ça, c'est voilà. ça. C'est vrai, quand on se penche véritablement, comme tu le dis, sur les cas du farming, par exemple, c'est vrai qu'on se rend compte que, bah oui, il y a aussi des vertus là-dedans, et Ouais. que voilà, et humaines et animales aussi, et enfin voilà, c'est bien plus compliqué que le simple fait d'importer comme ça des animaux directement de l'Afrique, quoi. Comme il y a Ouais, beaucoup c'est de gens ça, qui c'est pourraient ça. le voir, quoi. C'est comme Euh, le discours, enfin si on peut rallonger un peu le vas-y, truc, mais vas-y, c'est vas-y, comme bien sûr. le discours sur la maroquinerie. On dit ouais, tuer des animaux pour en faire des peaux, ouais, d'accord. Mais par exemple, dans le cas du crocodile marin, dans les années 60, le crocodile marin, il était en voie d'extinction en Australie, et le crocodile de Siam, il était pareil, il était au même niveau d'extinction. C'est-à-dire que la Chine était un pays communiste, a totalement interdit l'exploitation du crocodile de Siam. Donc, elle a dit on va protéger son milieu naturel et on va les laisser vivre comme ça. Et l'Australie, ils ont dit bah nous, ce qu'on va faire, c'est on va autoriser les écloseries et les ventes De cuir. de peaux pour les maroquineries. Ouais, voilà, c'est ça. Donc les paysans là-bas en Australie, au lieu de buter tous les crocodiles qu'ils voyaient, ils disaient bah attends, on va pouvoir revendre les os aux écloseries, donc ça va nous faire une source de revenus.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en Australie, il y a trop de crocodiles marins en 2022. Il y en a trop. Ouais, c'est ça. Et Ça a en vraiment Chine, bénéficié en fait à l'espèce, quoi. ben oui, oui. Mais en fait, c'est ça. Et en Chine, qu'ils ont fait vraiment une conservation stricte, son habitat a quand même diminué avec l'urbanisation et, Bien et sûr. l'espèce est quasiment éteinte. Tout ça Ouais. pour dire que si on veut vraiment préserver l'animal dans la nature, il faut pas regarder oh, le pauvre animal qui va se faire tuer dans un truc. C'est ça. Il faut être pragmatique en fait. Il C'est ça. faut regarder ce qui marche et ce qui marche pas. Et tu Et vois, c'est le même cas pour les pitons régis et pour Ouais. les varans de Samoa. et bien sûr, et tu vois, moi je trouve ça, quand tu parles de pragmatisme, justement, je trouve ça intéressant et l'exemple que tu cites, tu vois, est particulièrement parlant. Parce que c'est vrai que moi je trouve qu'on a parfois trop tendance à culpabiliser c'est l'homme soi-disant vilain, méchant dans tous les secteurs, etc. Alors effectivement, c'est vrai que l'impact qu'on a est très très fort et indéniable sur ces espèces-là, Et oui, mais ça fait partie de la chose, quoi. ouais, Et mais va voilà. sur place. Moi, je me Ouais. rappelle la première fois que je suis allé au Maroc. La conclusion, elle n'en finit plus là, mais on était allé sur la plage à Maefna, puis il y avait les charmeurs de serpents, machin, et qui maltraitaient les animaux. Enfin, c'était affreux, quoi, mais vraiment affreux. Puis on leur pose la question, on leur demande où c'est qu'ils aient attrapé les serpents. Donc ils disent dans le sud du Maroc, machin. Donc l'année d'après, on descend dans le sud du Maroc, à Fort Bougérif. Et puis, on tombe sur un gars qui chassait les serpents pour les revendre à ces gars-là. Ouais. Mais ce gars-là, il vivait dans le désert sous 2 plaques en tôle comme ça. On lui a donné Ouais. une orange, il était super content. On va lui dire quoi au gars? C'est pas clair. bien ce que tu fais? Ouais, C'est c'est pas mal, bien. hein, t'as vu, voilà. T'as Moi, vu? l'Européen Il a qui vient même de pas donner quoi- des leçons, quoi. Ouais, c'est ça. il a même pas de quoi bouffer. Enfin, Ouais. c'est pas ça la solution. C'est pas d'aller Non, lui interdire son truc. C'est pas ça. non, c'est ça, ouais. C'est C'est de ça lui offrir exactement. une alternative économique au truc. Mais bon, après, voilà. Oui, c'est quelque chose qui passe des fois mal quand tu l'expliques malgré tout, quoi. Et c'est vrai que Et il faut, après, quand tu te retrouves face au gars, va lui expliquer que c'est ça, toi, que c'est pas bien, bien ouais. nourri avec ta voiture et ton machin. Salaud, va! Voilà, mais c'est ça, quoi, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Alors, est-ce que maintenant il y a. Alors bon, ça c'est une question, je sais pas ce que tu vas pouvoir me répondre, mais est-ce qu'il y a un animal donc, que tu n'as. Un reptile, encore une fois, que tu rêverais d'avoir, que tu n'as encore jamais eu? Euh, franchement, moi, mon but, c'était d'avoir à peu près tous les Uromastix. Le Et seul c'est que fait. j'ai pas eu, c'est l'Uromastix d'Iran. Lui, je l'ai pas eu. Bon, L'Asmussen. mais. Bon, Voilà. et ben écoute, peut-être dans le futur. Et est-ce qu'il y a un reptile que tu n'auras jamais et pourquoi? Est-ce qu'il y a un reptile que j'aurais jamais et pourquoi? Bah oui, des trucs qui s'acclimatent pas en captivité, quoi. Il y a des animaux, malheureusement, qui s'acclimatent pas, comme par exemple les dracos, ces lézards qui vivent dans les forêts d'Asie du Sud-Est et qui ont des espèces d'ailes qui leur permet de planer d'un arbre à un autre. Donc ceux-là, voilà, ça va être compliqué. Ouais. D'élever ça, D'accord. ou alors il faudra avoir une serre monstrueuse, des fourmis. Ouais. Mais donc, on va dire, voilà, il y a pas de. Enfin, c'est plutôt pour des considérations techniques, encore une fois, il n'y a pas d'animaux comme ça Oui, qui te. c'est ça. Ouais, Non, ouais. non. Olivier, on arrive à la fin de l'entretien. Il me reste 2 questions qui sont courtes. La première, c'est est-ce que j'ai oublié de te poser une question? Est-ce que tu as un truc à rajouter? Non, pas spécialement. On a Je sais été pas. complet, j'imagine, quand même. Ça fait un petit bout de temps déjà qu'on est Oui, je ensemble. sais pas, oui, voilà, c'est bien. Et la dernière question que j'ai à te poser, Olivier, c'est, tu vois, là, on vient justement de répondre tous les deux à toute une série de questions. Je te remercie encore parce que je vais juste dire à tous ceux qui nous regardent que tu es en fin de journée et que je te remercie particulièrement de m'avoir accordé ton temps. À qui est-ce que Donc, ma dernière question est, à qui est-ce que, tu vois, ce petit questionnaire-là, est-ce qu'il y a une personne à qui tu me conseillerais de poser justement ces questions, d'aller Ouais, sonder? j'en ai un, ouais. Alors, vas-y, Il j'ai une habite dans le idée. Nord et il boit de la bière. De la Saint-Stéphanus, c'est ça? Eh bien, C'est ça. écoute, t'es le deuxième qui me demande d'interviewer Stéphane, donc il va falloir que je m'y colle. Et donc, je lui dirais que ça vient de toi, notamment. Et donc, voilà, bah écoute, le message est passé. Stéphane Rossel, je vais bientôt te contacter. Voilà. Et bien, écoute, Olivier, en tout cas, moi, je tenais à te remercier. J'espère que, malgré encore une fois l'heure tardive, etc., et le week-end qui commence tout juste pour toi, Ah non, il n'y a pas de j'espère week-end, que. on travaille, nous, hein. Le dimanche, on travaille. Autant pour moi, autant pour moi. Bah, j'espère en tout cas que voilà, ce petit exercice t'aura bien plu et que répondre aux questions n'aura pas été trop dérangeant pour toi. Je Non, te non, remercie, ça moi. va. Je Mais te merci à remercie en toi. tout cas. Et puis, Merci, bah, écoute, merci beaucoup. je te souhaite, en tout cas, moi, ce qui me reste à te souhaiter, si jamais je reprends un petit peu les propos qu'on a pu avoir ensemble, c'est que ton activité puisse perdurer et que globalement, Inch'Allah. exactement, tu vois,
et que globalement, bah voilà, toutes ces folies un petit peu animalistes, etc., qu'on entend en ce moment, ce soit qu'une mauvaise passe, et que ça puisse que tu puisses retrouver la tranquillité et peut-être de l'évolution de nouveau dans les projets de Bézorus. C'est ce que je te souhaite. Et je te remercie en tout cas pour m'avoir accordé de ton temps, et je te souhaite une bonne continuation. Et la prochaine fois, j'espère qu'on se croise, ce sera du côté peut-être de Bébésaurus sur Lyon. Ouais, avec plaisir, ouais. Et bien écoute, je te remercie encore une fois. Bonne soirée à toi, Olivier, et à la prochaine. Allez, merci beaucoup. Ciao. Ciao à tous. N'oubliez pas du coup le petit pouce, vous abonner, et aussi aller jeter un coup d'œil à la chaîne évidemment de Bébésaurus, parce qu'il y a aussi une chaîne YouTube. Donc voilà, et à très très vite sur mon petit Python pour la suite justement des radios Terrario. Merci à tous. Ciao. Bye bye.